J'ai trouvé un test de grossesse dans la poubelle, mais j'avais secrètement subi une vasectomie. Le lendemain, j'ai surpris ma femme en train de parler à sa mère. Bien sûr, je lui dirai que c'est le sien. J'ai fait ça avec le premier enfant. Il n'a rien remarqué. Mon amant n'est pas prêt à avoir des enfants. Pendant qu'elle était au travail, j'ai fait mes affaires et je suis parti. J'ai envoyé le test de grossesse à la femme de son amant. Elle m'a appelé et m'a dit quelque chose qui m'a choqué au plus profond de moi. Avez-vous déjà eu un de ces matins où vous vous réveillez en pensant que l'univers vous doit enfin un peu de répit, pour qu'il vous tende ensuite un sac enflammé de chaos à la place? Ouais, c'était mon mardi. La journée avait pourtant commencé de manière assez normale. J'ai préparé mon triste café surmené qui avait le goût de la chaussette essorée d'un comptable, j'ai fait défiler quelques gros titres qui m'ont fait douter de notre espèce, et j'ai essayé de me convaincre que mon mariage n'était pas en train de couler. Spoiler, il l'était. Je ne cherchais même pas les ennuis. Je cherchais du dentifrice. Mission simple. Mais la poubelle de la salle de bain a attiré mon attention parce que quelque chose de rose en dépassait, pointant à travers le mouchoir en papier comme s'il voulait être trouvé. La curiosité est un vilain défaut, certes, mais je ne suis pas un chat. Je suis juste un type qui a subi une vasectomie et qui a une foi discutable en l'humanité. J'ai poussé le mouchoir sur le côté et bam, il était là. Un test de grossesse. 2 lignes roses, brillantes, fières, se moquant de moi comme une enseigne au néon de Vegas qui dirait « Félicitations, idiot ». Bon, je ne suis pas un génie, mais je connais la biologie de base. Et vu que mes spermatozoïdes avaient été légalement mis à la retraite il y a 2 ans, sirotant des mojitos dans l'au-delà des certitudes médicales, c'était moins un bébé surprise, et plus une trahison surprise. Je l'ai fixé si longtemps que je m'attendais presque à ce qu'il se mette à parler. Ma première pensée ne fut même pas de la rage. C'était le déni. Peut-être qu'elle l'a acheté pour une amie. Peut-être que c'est une blague. Peut-être que je suis dans une de ces émissions en caméra cachée où ils testent si les maris sont des abrutis crédules. Alors, j'ai fait ce que tout homme rationnel aurait fait. Je l'ai reniflé. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être que je pensais qu'il sentirait la tromperie ou les mensonges citronnés. Mais non, ce truc était vrai, usagé, et brillait comme une bombe de vérité radioactive. Je me tenais là, brosse à dents à la main, regardant ce bâtonnet comme s'il détenait le sens de la vie. Mon cerveau a essayé de redémarrer. J'ai même entendu le son d'erreur de Windows dans ma tête. 2 lignes, ça veut dire positif, ce qui veut dire enceinte, ce qui veut dire que quelqu'un a auditionné pour le rôle de papa pendant mon absence. Voici la partie qui vous frappe vraiment au ventre. La chronologie. Nous n'avions pas été très actifs ces derniers temps. Pas depuis que Claire avait commencé son parcours de bien-être, qui impliquait apparemment des pantalons de yoga, des soirées interminables entre filles, et un éclat mystérieux qui ne provenait certainement pas de la lampe tamisée de notre chambre. Et moi, je pensais juste que nous traversions un passage à vide. Vous savez, les mariages passent par des phases. Sauf que cette phase venait apparemment avec un bonus d'ADN. En bas, je l'ai entendu fredonner. Pas n'importe quel fredonnement, un fredonnement joyeux, comme une princesse Disney défoncée au déni et à la tromperie fraîche. Elle préparait le petit déjeuner, probablement des toasts à l'avocat, parce que rien n'exprime mieux la trahison moderne que des fruits verts écrasés sur du pain hors de prix. J'ai marché jusqu'en haut des escaliers en tenant le test de grossesse comme si c'était une pièce à conviction dans un procès pour meurtre. Elle portait ce peignoir rose que je lui avais acheté à Noël dernier. Celui dont elle disait qu'il la faisait se sentir féminine et douce. Ouais, il s'avère que douce ne veut pas dire loyale. Elle a levé les yeux, m'a vu debout là, et a souri. Ce sourire, celui qui me faisait oublier pourquoi j'étais en colère. Bonjour, bébé. A-t-elle gazouillé, faisant sauter des œufs comme si la vie était parfaite. J'ai failli le dire sur le champ. C'est de qui ce bébé, Claire? Mais ma bouche n'a pas coopéré. Au lieu de cela, je l'ai juste dévisagé et j'ai eu une révélation. Si je demandais tout de suite, elle mentirait. Elle prendrait son air innocent, ferait ce petit mouvement de tête, et me manipulerait si fort que je commencerais à me demander si ma vasectomie n'était qu'un rêve très vif. Alors, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas vraiment fier. Je lui ai rendu son sourire. Ouais. J'ai souri à la femme qui venait de transformer ma vie en une émission de télé-réalité. Bonjour, ai-je dit,
en posant le test sur le comptoir comme une bombe à retardement emballée dans du plastique. Elle ne l'a pas remarqué. Trop occupée sur son téléphone, probablement en train de texter quelqu'un qui utilise beaucoup trop d'émojis. Je me suis servi du café, je me suis assis, et je l'ai simplement observé. Chaque mouvement semblait soudain chorégraphié. Chaque mot avait une nouvelle couche de signification. « Comment as-tu dormi ?» a-t-elle demandé, aussi désinvolte que d'habitude. Comme un homme qui est sur le point d'apprendre des choses très intéressantes, ai-je répondu. Elle a ri, manquant totalement la tempête qui se préparait à 60 centimètres d'elle. « Tu es si dramatique le matin, a-t-elle dit. Oh, chérie, tu n'as pas idée. Après le petit déjeuner, elle a embrassé ma joue et a dit qu'elle partait travailler tôt. Grosse présentation, a-t-elle dit, attrapant son sac à main comme une femme qui a des secrets et qui a toujours un endroit important où aller. La porte s'est refermée derrière elle, et je suis resté là, à fixer la tasse dans ma main. Mon reflet dans le café ressemblait à celui d'un homme qui venait d'être promu idiot du mois. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Si je l'ai trouvée aujourd'hui, ça veut dire qu'elle l'a fait hier soir. Ce qui veut dire que ce n'était pas un truc à long terme. Ce qui veut dire qu'elle tentait probablement le diable pendant que je dormais à l'étage, bavant sur mon oreiller et rêvant de factures d'électricité moins élevées. J'ai ri, vraiment ri. Le genre de rire qui ressemble un peu trop à des pleurs. Alors, j'ai fait ce que n'importe quel homme au bord de la crise existentielle ferait. J'ai cherché sur Google la précision des tests de grossesse. Genre, peut-être qu'Internet pourrait me dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Non. Internet a dit fiable à 99%. Comme s'il se moquait de moi aussi. Fantastique. La science m'avait trahi. Ensuite, je suis passé en mode détective. J'ai de nouveau vérifié la poubelle. Il y avait des mouchoirs, un reçu de la pharmacie, et une canette de boisson énergétique vide. J'ai vérifié l'heure d'achat, 20h43 la nuit dernière. La même nuit où elle a dit qu'elle travaillait tard. Mignon. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai pris une grande inspiration. Ce n'était plus de la confusion. C'était de la clarté enveloppée de rage. Mais la rage n'était pas bruyante. Elle était silencieuse. Du genre dangereux. Le genre qui s'installe dans votre poitrine comme une arme chargée en attente d'une excuse. Pendant 2 ans, j'avais été le mari d'un grand soutien, j'avais réparé sa voiture, invité sa famille à dîner, supporté les commentaires passifs-agressifs de sa mère sur le fait que certains hommes n'ont tout simplement pas l'ambition de subvenir aux besoins de leur famille. Madame, l'ambition de votre fille l'a conduite tout droit sur le siège passager d'un autre homme. Mais bien sûr, parlons de la mienne. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était ajouter l'insulte à la blessure. J'ai payé le toit sous lequel elle trompait. J'ai acheté les courses avec lesquelles elle préparait probablement des omelettes post-liaison. Bon sang, j'avais même acheté le foutu peignoir dans lequel elle fredonnait. Si ce n'est pas de l'ironie, je ne sais pas ce que c'est. J'ai de nouveau attrapé le test, je l'ai jeté dans la poubelle, et je me suis lavé les mains parce qu'apparemment, la trahison donne une sensation collante. Le miroir a capté mon reflet, yeux fatigués, mâchoire serrée, l'air d'un homme qui venait de débloquer un tout nouveau niveau de stupidité. Je me suis regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Très bien, Mason, tu as 2 options. Tu peux perdre la tête ou tu peux élaborer un plan. » Spoiler, j'ai choisi le plan. Mais avant ce plan, il y a eu le calme, de type effrayant. J'ai nettoyé le comptoir, pris une autre gorgée de mon triste café, et j'ai ricané. 2 lignes, ai-je marmonné. Je suppose qu'elle est enfin créative. J'ai passé le reste de la matinée à faire semblant de travailler depuis chez moi tout en rédigeant mentalement la phrase d'ouverture de mon inévitable discours de divorce. Quelque chose de classe, quelque chose comme « ce n'est pas moi, c'est ton manque total de moralité ». À midi, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et mon mariage était officiellement sous assistance respiratoire. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la poubelle avant de partir au travail. Ce stupide petit bâtonnet était posé là comme une confession silencieuse. Je jure que s'il pouvait parler, il dirait « Tu vas avoir besoin d'un avocat, mon pote ». J'ai fermé la porte derrière moi, le test toujours dans la poubelle, la vérité bourdonnant toujours dans la cuisine, et moi, Mason Reed, j'en avais officiellement fini d'être le mari crédule. Le rebondissement était arrivé, et au bon sens, j'étais sur le point de devenir le personnage principal.
On pourrait penser qu'après avoir découvert un test de grossesse qui criait pratiquement « Tu n'es pas le papa », l'univers m'accorderait un jour de congé. Peut-être un coupon cosmique pour une stabilité émotionnelle gratuite ou quelque chose comme ça. Eh bien non. Le lendemain matin, la vie a décidé de pousser le bouton à fond sur la rediffusion de feuilletons dramatiques. Je me suis réveillé tôt, principalement parce que dormir dans une maison pleine de trahison donne l'impression que votre matelas vous juge. Claire était déjà debout, en train de fredonner à nouveau, parce qu'apparemment la trahison a désormais pour bande-son des airs de comédie musicale. Elle préparait du café, comme d'habitude, prétendant que tout était normal. Cette femme pourrait gagner un Oscar pour la meilleure performance par quelqu'un qui ne le mérite pas. Je me suis servi une tasse et je suis resté là dans la cuisine comme un fantôme hantant son propre mariage. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé parler de sa réunion au cabinet, de son nouveau client, de son emploi du temps de fou. Chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait comme un mensonge enveloppé dans des excuses bas de gamme. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que je la confronte? Est-ce que je lui dis simplement, tu te souviens de ma vasectomie et de la biologie humaine de base? Mais non, je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir perdre les pédales. J'ai joué la carte de la décontraction, comme un homme se préparant à larguer la bombe nucléaire la plus calme de l'histoire. Elle est partie au travail vers 8 heures. Un nuage de parfum la suivait comme de la tromperie sous forme liquide. Je me suis assis, j'ai vérifié mes emails et j'ai essayé de me convaincre de me concentrer sur autre chose. Puis, j'ai entendu sa voix. Au début, j'ai cru que c'était un écho, mais non. Elle avait laissé son téléphone sur le comptoir, toujours connecté à ses écouteurs sans fil. L'appel passait par l'enceinte Bluetooth dans le salon. Une version faible et grêle de sa voix flottait dans l'air. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle ne me parlait pas. Elle parlait à sa mère. Margaret, la femme qui m'avait dit un jour que j'avais l'air du genre d'homme qui possède trop de chemises en flanelle. Qu'est-ce que ça veut dire, même? Quoi qu'il en soit, j'ai figé ma tasse à mi-chemin. La voix de Claire, désinvolte et confiante, a rempli la pièce comme un podcast maléfique auquel je ne m'étais pas abonné. Bien sûr, je lui dirai que c'est le sien, a-t-elle dit. Mon cerveau a court-circuité. Le café a mi-chemin de ma bouche. J'ai arrêté de bouger. Puis elle a ri. Maman, s'il te plaît. Ça a marché la première fois. Il n'a rien remarqué non plus. Mason n'est pas vraiment soucieux des détails. Soucieux des détails? Pardon? J'ai un jour organisé notre étagère à épices par ordre alphabétique et étiqueté la foutue farine. Mon cœur battait la chamade comme une fanfare à contretemps. La première fois. La première fois. La voix de sa mère est passée faiblement. Ce ton nasillard qui pourrait décoller la peinture des murs. Et ton amant? Et s'il le découvre? Claire a soupiré comme si c'était elle la victime. Il n'est pas prêt pour des enfants, maman. Il a déjà son propre mariage à gérer. Oh, pour l'amour du ciel. Donc, non seulement elle trompait maintenant, mais elle l'avait déjà fait auparavant. Et cerise sur le gâteau de l'humiliation, j'avais apparemment élevé le gosse d'un autre homme pendant tout ce temps. Je suis resté là si longtemps que le café a refroidi et a commencé à avoir le goût du désespoir. Je n'ai même pas bougé, j'ai juste fixé le vide, écoutant ma femme mentir à mon sujet comme si c'était sa routine cardio. Il est tellement gentil, a-t-elle continué. Trop gentil. Je lui dirai après la naissance du bébé. Peut-être. Gentil. Oh, elle ne disait pas ça comme un compliment. Elle voulait dire naïf, stupide, crédule. Comme si j'étais le genre de gars qui remercierait le livreur qui lui roule sur le pied. J'aurais dû arrêter d'écouter. Vraiment, j'aurais dû. Mais mon masochiste intérieur a décidé, Nan, écoutons la destruction complète de ton amour-propre en haute définition. Margaret a dit quelque chose sur le fait de sauver les apparences, de ne pas embarrasser la famille. Et Claire, que Dieu bénisse son cœur noir, a dit, ne t'inquiète pas, je gère. Mason est trop prévisible. Il me fait totalement confiance. Si j'avais eu un shot de whisky à ce moment-là, j'aurais inventé un nouveau sport olympique appelé sprint émotionnel vers la bouteille. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté là comme un homme en plein redémarrage après avoir été frappé par un mauvais Wi-Fi. Mon esprit s'emballait. Ma femme, ma vie, mon enfant. Peut-être même pas le mien.
C'est le genre de révélation qui vous coupe les jambes et qui fait faire ses valises à votre fierté. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à la photo de famille sur le mur. Claire, moi et la petite Emma, tous souriants à la plage l'été dernier. J'ai pensé à sa petite main tenant la mienne pendant que nous construisions des châteaux de sable. Son rire quand elle m'a renversé un seau d'eau sur la tête. Et maintenant, soudainement, je me demandais si la biologie n'avait pas complètement déserté cette photo. Je n'ai rien cassé, je n'ai pas crié, je n'ai même pas pleuré. Je suis juste devenu insensible, comme si mes émotions avaient décidé de se faire porter pâle. Je me suis assis à la table à manger, fixant la salière parce que c'était la seule chose dans la pièce qui ne m'avait pas menti. Mon téléphone a vibré. Claire m'envoyait un message, « Je t'aime. Passe une bonne journée » avec un emoji cœur. Oh, l'audace. L'emoji semblait se moquer de moi. J'ai tapé « et toi aussi », mais je l'ai effacé avant de l'envoyer. Je n'étais pas prêt pour la confrontation. Pas encore. Si je demandais maintenant, elle déformerait les choses. Elle retournerait la situation contre moi, dirait que je ne lui fais pas confiance, ou que je suppose toujours le pire. Nan, j'allais attendre. Jouer intelligemment. La laisser creuser sa propre tombe. Alors, je suis allé au travail comme si de rien n'était, mais tout semblait différent. Même le climatiseur avait l'air de me juger. Mon collègue, Greg, m'a demandé si j'allais bien. « Tu as l'air de quelqu'un à qui on vient d'annoncer que sa voiture l'a trompé », a-t-il dit. « Ouais », ai-je répondu, un truc dans le genre. Je n'arrivais pas à me concentrer. Toute la journée, j'ai repassé ces mots en boucle. La première fois, cette phrase résonnait comme un mauvais refrain. À chaque fois que mon téléphone vibrait, je m'attendais presque à ce qu'un autre mensonge en sorte. Au déjeuner, j'ai fait défiler nos anciennes photos à la recherche d'indices qui m'auraient échappé. Peut-être un regard, un sourire bizarre, un motif. Et bon sang, j'ai commencé à les voir, les petites choses. Les soirées tardives, les dîners de réseautage, les soudaines améliorations de sa garde-robe. Claire n'avait pas eu d'augmentation. Elle avait eu une liaison avec avantage en nature. À 17h, je carburais à la caféine, au chagrin d'amour et à la rancune pure. Je suis rentré chez moi, mais je ne pouvais pas encore l'affronter. Alors, je me suis garé au coin de la rue comme une sorte d'espion recalé et j'ai juste observé la maison. Elle s'est garée dans l'allée 10 minutes plus tard, chantant avec la radio comme si sa vie était une comédie musicale. J'ai attendu qu'elle rentre à l'intérieur avant de me diriger vers la station-service du coin pour acheter à boire. Le vendeur a dû sentir mon aura parce qu'il n'a même pas essayé de faire la conversation. Il m'a juste tendu ma bière et a hoché la tête en mode « Ouais, mec. Quoi que ce soit, tu as l'air d'avoir été trahi. » Je me suis assis dans la voiture, j'ai ouvert la canette, et j'ai pensé à tout. Le test, l'appel, les mensonges. Ma fille. Mon Dieu, Emma. Si elle n'était pas de moi, est-ce que cela changeait ce que je ressentais pour elle? La réponse fut instantanée. Non. Elle était à moi dans tous les sens qui comptaient. Mais Claire, elle était morte pour moi. Elle ne le savait juste pas encore. Quand je suis finalement entré dans la maison, elle était sur le canapé, ordinateur ouvert, faisant semblant de travailler. Elle a levé les yeux et a souri. « Eh, bébé » a-t-elle dit. « Dure journée. »« Ouais » ai-je dit. « On peut dire ça. » Elle a tapoté le siège à côté d'elle. « Viens t'asseoir. » Oh, si seulement elle savait à quel point j'avais envie de jeter ce canapé par la fenêtre. Au lieu de ça, je me suis assis, calme et poli. Elle a appuyé sa tête sur mon épaule, faisant défiler des trucs sur son téléphone, probablement en train d'envoyer un message à son amant. J'ai baissé les yeux sur sa main manucurée posée sur mon bras et j'ai pensé, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, n'est-ce pas? Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'elle, j'ai fixé le plafond pendant qu'elle dormait profondément. Je pouvais l'entendre respirer, de manière régulière, paisible. La même femme qui venait de parler de me mentir au téléphone comme si c'était son passe-temps du week-end. Je voulais la réveiller pour la forcer à avouer sur le champ, mais cela lui aurait donné le pouvoir. Non, je voulais le contrôle. Je voulais de la stratégie. Alors que l'horloge dépassait minuit, j'ai pris ma décision. Demain, je commencerai à faire mes valises. Pas en gardant ma colère pour moi, mais mes vêtements, mon ordinateur portable, ma dignité, parce que j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là.
Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est le bruit de quelqu'un qui aiguise sa vengeance. J'ai tourné la tête pour la regarder, ses cheveux étalés sur l'oreiller comme une auréole faite d'hypocrisie. Dors bien, ai-je chuchoté. Demain va être intéressant. Le truc avec la trahison, c'est qu'une fois que vous avez entendu votre femme discuter nonchalamment au téléphone avec sa mère de la façon de mentir sur votre paternité, vous cessez de la voir comme un être humain. Vous commencez à la voir comme un personnage mal écrit dans votre propre film, que vous avez enfin fini de regarder. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un plan qui prenait forme comme une gueule de bois faite de lucidité. Claire était sous la douche, fredonnant encore. Bien sûr qu'elle le faisait. Cette femme pourrait mettre en musique sa propre chute et penser quand même que c'est une chanson d'amour. Je suis resté allongé là, fixant le plafond, ressentant ce calme avant la tempête. Pas le genre où l'on pleure dans son oreiller en écoutant des chansons tristes. Non, c'était le calme du genre, je suis sur le point de devenir une légende dans mon propre divorce. Quand elle est sortie de la douche, enveloppée dans une serviette, j'ai souri. Ouais. Souris. Le genre de sourire que les méchants font juste avant que le héros ne réalise qu'il a été berné. Bonjour, bébé, a-t-elle dit, l'eau dégoulinant de ses cheveux, les yeux tout doux et innocents. Je voulais demander, innocente de quel homme, exactement? Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, bonjour. Tu vas bien? Elle a hoché la tête, m'a embrassé sur la joue, et est allée s'habiller pour le travail. Je l'ai regardé choisir un blazer qui correspondait à sa supercherie. Cher, élégant, et faux. En partant, elle a lancé, n'oublie pas d'aller chercher Emma après l'école. L'ironie m'a frappé comme un contrôle fiscal. Ça marche, ai-je dit, la voix posée, comme si je n'étais pas intérieurement en train de planifier une sortie si propre qu'elle rendrait Houdini jaloux. J'ai entendu la porte se fermer, le clic de sa clé de voiture, puis le silence. C'était tout. Le dernier matin où je ferais semblant d'être son mari. Je me suis levé, j'ai enfilé un t-shirt, et j'ai regardé autour de la chambre. Notre chambre. La même où nous avions célébré des anniversaires, discuté de finances, et apparemment hébergé les fantômes de ses infidélités passées. J'ai attrapé mon sac de sport dans le placard, celui que j'utilisais généralement pour les week-ends, et j'ai commencé à faire mes affaires. Pas le genre de bagage où l'on jette tout en colère dans un sac poubelle. Non, c'était stratégique, calculé. Chaque chemise pliée était une déclaration. Je pars, mais je pars proprement. J'ai commencé par l'essentiel. Ordinateur portable, check. Chargeur, check. Passeport, parce que qui sait, peut-être que je simulerai ma mort au Belize plus tard. Check. Quelques paires de jeans, des t-shirts, des chaussettes, mon sweat à capuche préféré qui disait « Le sarcasme est mon super pouvoir ». J'ai même hésité à prendre la friteuse sans huile, mais j'ai décidé que ça gâcherait la dramaturgie du moment. Puis je me suis arrêté devant la commode. Dessus trônait une photo encadrée de Claire, Emma et moi à Disney World. Elle portait ses oreilles de souris, souriante comme dans une pub Hallmark. Je l'ai prise, je l'ai fixée pendant une longue seconde, puis je l'ai posée face contre table. La photo n'était pas un mensonge, mais la femme dessus l'était. Maintenant, je ne voulais pas juste disparaître comme un mari fantôme cliché. Non, je voulais qu'elle le sache. Je voulais que le moment où elle franchirait la porte soit gravé dans son cerveau pour toujours. Je voulais qu'elle ressente ce silence à l'endroit où se trouvait ma présence. Alors, j'ai écrit un mot. Pas une lettre de rage, pas un manifeste, juste un poignard simple et parfaitement poli. J'ai sorti un post-it, parce que pourquoi ne pas rendre ma vengeance esthétique, et j'ai écrit, puisque tu es doué pour créer de nouvelles vies, je me suis dit que tu te débrouillerais très bien pour créer un nouveau mari, aussi. Bonne continuation, Mason. Je l'ai collé sur le réfrigérateur, juste à côté de son aimant inspirant qui disait « L'amour grandit ici ». Oh, il a bien grandi. Juste pas pour moi. Ensuite, j'ai pris mon sac et je suis sorti. La porte s'est fermée derrière moi avec un petit clic silencieux qui ressemblait beaucoup à la liberté. Je m'attendais presque à ce que le tonnerre gronde de manière dramatique ou qu'une balade lente retentisse. Mais non, il n'y avait que moi et l'air du matin, vif et pur. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur, d'adrénaline. C'était ça, la grande évasion. J'ai jeté mon sac dans le coffre de ma Subaru cabossée.
Pas exactement la voiture d'un homme qui fait un coup d'éclat, mais elle avait du caractère et une climatisation fiable. Je suis monté, j'ai démarré le moteur, puis j'ai immédiatement réalisé que j'avais oublié mon portefeuille. Bien sûr, rien de tel pour gâcher votre sortie cinématographique avec une dose d'incompétence de la vraie vie. Je suis resté là une seconde, j'ai soupiré et marmonné, la grande classe, maçonne. Puis je suis rentré, j'ai attrapé mon portefeuille sur la table de nuit, et je suis officiellement parti. S'éloigner en voiture faisait un effet bizarre. Jean, je pensais que tu allais processer tout ça émotionnellement pendant 6 mois d'abord. Ouais, eh bien, il s'avère que la trahison est une sacrée source de motivation. Il m'a tapé dans le dos. Le canapé est à toi. Essaie juste de ne pas ronfler. Cette nuit-là, je me suis assis sur son canapé, fixant à nouveau le plafond, mais cette fois ce n'était pas par désespoir. C'était de la stratégie. Je n'avais pas fini. Loin de là. Claire pensait qu'elle avait tout géré. Sa petite toile de mensonge, son amant secret, son plan de bébé de secours. Mais elle avait sous-estimé une chose, à quel point un homme silencieux devient dangereux lorsqu'il cesse de vous aimer. J'ai commencé à faire des listes. Je suis le roi des listes. J'ai répertorié les comptes, les mots de passe, les factures communes. J'ai fait des copies de tout, au cas où elle essaierait de jouer au ninja de la finance. Plus tard, j'ai vérifié notre messagerie commune à la recherche de toute activité suspecte. Et bon sang, il y en avait un paquet. Des confirmations d'hôtel, des reçus Uber pour des adresses qui n'étaient pas son travail. J'ai même trouvé un email de remerciement d'une bijouterie datée de la Saint-Valentin. Le pire, je n'avais pas reçu de bijoux cette année-là. J'avais eu une bougie en forme de cactus, alors ouais, quelqu'un d'autre avait eu les diamants. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai ri. Tu as vraiment choisi le mauvais gars à sous-estimer, ai-je dit à personne en particulier. Alex a levé les yeux de sa chaise de gamer. Tu parles encore tout seul? Ouais, ai-je répondu. Entraînement de discours de motivation. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant plus léger. La vengeance rend bien avec 8 heures de sommeil. J'ai préparé le petit déjeuner, café noir et pain grillé, et j'ai vérifié mon téléphone. Claire m'avait envoyé 7 messages. Le premier disait, où es-tu? Le deuxième, il faut qu'on parle. Puis, maçonne, ce n'est pas drôle. Et mon préféré, si tu essaies de me punir, ça ne marchera pas. Oh, ma chérie, ça marchait déjà. Je n'ai pas répondu. La laisser mariner. La laisser se poser des questions. J'ai imaginé le moment où elle est entrée dans la cuisine, a vu ce mot, et a senti son estomac se nouer. Elle a probablement appelé sa mère immédiatement. Il sait, maman, qu'est-ce que je fais? Et Margaret, reine du déni, a probablement dit, fais l'idiote. Pleure. Les hommes adorent les larmes. J'ai souri à cette pensée. Pleure tant que tu veux, Claire, ai-je dit à voix basse. Tu ne fais que t'hydrater pour le tribunal. Plus tard dans l'après-midi, Alex et moi sommes sortis manger des hamburgers. Je lui ai raconté toute l'histoire, chaque détail, chaque signal d'alarme que j'avais ignoré. Il a écouté en secouant la tête. Tu sais, mec, tu as toujours dit qu'elle était hors de ta ligue. Il s'avère qu'elle a juste perdu la tête. C'est un fait, ai-je dit. Mais, je suis libre maintenant. Libre et légèrement sans abri. Il a souri. Au moins, tu as gardé ton sens de l'humour. Mon frère, c'est soit en rire, soit mettre le feu à sa voiture. J'ai choisi le rire pour des raisons légales. Ce soir-là, j'ai rédigé un brouillon de mail pour mon avocat. Rien de dramatique, juste, et, je pense que mon mariage est éligible au forfait différents irréconciliables plus trahison. J'ai cliqué sur envoyer, je me suis adossé et j'ai soupiré. Fait. Avant de me coucher, j'ai vérifié les réseaux sociaux de Claire, parce que je ne suis pas un saint. Elle avait publié une citation dans sa story. Parfois, il faut perdre quelque chose pour réaliser ce qu'on avait. Oh, elle entrait déjà dans son air de méchante poétique. Mignon. J'ai répondu par un message privé, ouais, parfois il faut perdre quelque chose pour réaliser ce qu'on mérite de perdre. Puis je l'ai bloqué. En restant allongé là, j'ai réalisé quelque chose. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais reconstruit, comme si la trahison avait réduit ma maison en cendres, mais que maintenant j'avais les plans pour construire un château.
J'ai décidé que demain, je passerai à l'étape suivante, l'étape 2 de l'opération Liberté. Mais ce soir, j'ai juste souri, j'ai chuchoté bonne chance, Claire, et je me suis endormi en sachant que pour une fois, c'était moi qui écrivais le rebondissement. Il y a une paix unique qui survient après que vous avez fait exploser votre vie exprès. C'est calme, libérateur et légèrement terrifiant. Comme ce moment après avoir jeté une grenade où vous réalisez que vous avez oublié de vous baisser. C'était moi, le matin après avoir quitté Claire. Je me suis réveillé sur le canapé d'Alex avec un torticolis, un sens de la dignité surdimensionné et un nouveau passe-temps. La planification de la vengeance. Voyez-vous, je n'allais pas jouer au mari exaspéré à fond et brûler ses sacs à main de créateur dans le jardin. Non, non. Je voulais une vengeance poétique. Quelque chose avec du panache, quelque chose qu'elle ressentirait. Tout en sirotant un café qui avait un goût de regret et de filtre de station-service, j'ai réfléchi à la façon de servir le karma sans me brûler les empreintes digitales. C'est là que ça m'a frappé. Si Claire voulait jouer à la famille secrète avec son homme mystère, j'allais livrer un cadeau de baby shower en avance. La vérité directement sur le pas de sa porte, emballée dans de la justice poétique. J'avais passé des années à être l'idiot loyal. Il était temps de passer une audition pour un nouveau rôle, l'homme qui envoie les preuves par la poste. J'ai commencé par un petit travail de détective. Vous vous souvenez que j'ai dit que j'étais soucieux des détails, peu importe ce que Claire a dit à sa mère. Ouais, cette compétence s'est avérée utile. Je connaissais le nom du gars, Derek, parce qu'elle l'avait laissé échapper une fois dans un texto qu'elle prétendait être pour un client. L'erreur classique du tricheur. Enregistrer son partenaire de liaison sous un faux nom comme Sam, mais oublier de supprimer la signature de l'email. Erreur de débutant. Alors, j'ai trouvé sa femme. Ça m'a pris 10 minutes. Les réseaux sociaux sont essentiellement le FBI avec des filtres. Facebook, Instagram, LinkedIn, bingo. Elle était là. Nathalie. Une énergie de mère très tactile en public. Un peu trop portée sur les citations inspirantes. Et cette partie était de l'or. Une photo de famille avec pour légende, mon roc, mon âme sœur, mon éternité. Oh, chérie, si seulement tu savais que ton éternité était en train de déjeuner avec ma femme et de faire des suites imprévues. Je suis resté assis là, souriant comme un méchant dopé à la caféine. Le plan était simple. J'ai attrapé le test de grossesse que j'avais gardé. Oui, je l'ai gardé. Ne me jugez pas. C'était la pièce à conviction dans l'affaire du peuple contre ma santé mentale. J'ai essuyé les morceaux de mouchoir, je l'ai mis dans une petite boîte cadeau provenant d'un vieil anniversaire, et j'ai imprimé un mot. Juste une ligne, pas de drame, pas de signature. Félicitations, tu vas être belle-mère. Élégant, brutal, chef-d'œuvre. Je l'ai envoyé par la poste à la première heure ce matin-là. Envoi prioritaire, bien sûr, car le karma ne devrait jamais arriver en retard. Puis je suis retourné chez Alex, j'ai décapsulé une bière à 10 heures du matin, et j'ai porté un toast à ma propre évolution, de victime à justicier. Je pensais que je n'aurais jamais de ses nouvelles. Peut-être qu'elle crierait. Peut-être qu'elle pleurerait. Peut-être qu'elle engagerait un tueur à gages nommé Chad. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Environ 24 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement, je ne réponds pas à ça. Rien de bon ne suit jamais cette sonnerie. Mais mon instinct m'a dit, ça va devenir intéressant. Alors, j'ai décroché. Mason, a dit une voix de femme, nerveuse, tremblante. Ça dépend qui demande, ai-je répondu, parce que je regarde trop d'émissions policières et que j'aime le drame. C'est Nathalie. Oh, l'autre moitié trahie de la double projection. Que le spectacle commence. Je me suis reculé, essayant d'avoir l'air calme même si mon pouce accélérait comme si je venais d'ouvrir un texto qui commençait par « Il faut qu'on parle ». Et, Nathalie. Je suppose que mon colis est arrivé. Elle a expiré de façon tremblante. Ouais, il est arrivé. Il y a eu une pause, lourde, silencieuse, le genre de pause qui porte 1000 émotions que vous n'avez pas envie de déballer en public. Puis elle a dit, il faut que tu saches que Claire n'est pas la seule à mentir. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle voulait dire que Claire avait aussi simulé la grossesse, et j'étais sur le point de sabrer le champagne, mais son ton disait le contraire. D'accord, ai-je dit prudemment.
Tu as mon attention. Éclaire-moi. Elle a hésité. Mon mari, Derek, m'a trompé, moi aussi. Eh bien, ouais, ai-je dit, peut-être un peu trop sèchement. C'est un peu pour ça qu'on est au téléphone, non? Non, a-t-elle dit rapidement. Pas seulement avec ta femme. Il y en a d'autres. Je me suis redressé. D'autres? Genre 2 autres? 3, a-t-elle murmuré. Toutes de son bureau. Claire n'était que l'une d'entre elles. J'ai cligné des yeux. Tu es en train de me dire que cet homme avait une rotation? Elle a ri amèrement. Plutôt un programme de fidélité. J'ai sifflé doucement. Je suppose que je n'ai pas seulement été trompé. Je faisais partie d'un pack d'avantages sociaux d'entreprise. Même à travers le téléphone, je l'ai entendu s'esclaffer. Le genre de rire qui ne vient qu'après avoir assez pleuré pour remplir une piscine. Et juste à ce moment-là, quelque chose a changé. J'ai réalisé que nous n'étions pas des ennemis. Nous étions des co-survivants du même feu de poubelle. 2 passagers du Titanic de l'amour s'accrochant aux extrémités opposées de la même porte flottante. Écoute, ai-je dit. Tu ne méritais pas ça, et moi non plus. Mais peut-être, juste peut-être, qu'on peut faire en sorte que ça fasse un peu mal pour eux. Il y a eu une pause, puis un petit rire silencieux, presque dangereux. J'espérais que tu dirais ça. Je l'ai tout de suite bien aimé. Pas de manière romantique, du moins pas encore, mais à la manière d'une coéquipière dans le chaos. Nathalie avait la fureur calme d'une femme qui prépare un meurtre tout en prévoyant ce qu'elle va faire à dîner. Mon genre de personne. Nous avons passé les 20 minutes suivantes à comparer nos notes. Elle m'a dit que Derek avait utilisé les mêmes excuses que Claire. Des réunions tardives, des délais urgents, des événements d'entreprise qui impliquaient mystérieusement toujours des bars d'hôtel. Nous avons même réalisé qu'ils avaient probablement coordonné certains de ces mensonges ensemble. Elle a mentionné des dates et je les ai recoupées avec les soirées entre filles de Claire. Ça correspondait parfaitement. Une synchronisation de la tromperie. Bonnie et Clyde, mais conforme aux règles des ressources humaines. Incroyable, ai-je dit en faisant les 100 pas. J'ai épousé une femme qui ne se souvenait pas de ma couleur préférée, mais qui gardait son calendrier d'alibi plus verrouillé que la CIA. Nathalie a soupiré. Tu crois connaître quelqu'un, et puis tu découvres qu'il a le premier rôle dans une toute autre série pour laquelle tu n'as même pas passé le casting. Ouais, ai-je dit en secouant la tête, et nous étions les figurants non rémunérés. Elle a encore ri, un rire court, sec, épuisé. J'ai fini de pleurer, a-t-elle finalement dit. Maintenant, je veux juste le démasquer. C'est là que l'idée a vraiment commencé à prendre forme. Oh, j'étais déjà à mi-chemin. Mais maintenant. Maintenant j'avais une alliée. Quelqu'un qui connaissait les acteurs, la politique du bureau, les points faibles. Un agent double avec des preuves. On en reparle demain, ai-je dit. Mais crois-moi, Nathalie, on ne va pas juste les démasquer. On va faire en sorte que ce soit mémorable. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Tu sais, Mason, tu as l'air bizarrement calme pour quelqu'un dont le monde vient d'exploser. J'ai souri. C'est parce que j'ai arrêté de voir ça comme une tragédie. C'est un rebondissement, et j'adore les rebondissements. Après l'appel, je suis resté assis là en silence pendant un long moment. Ma bière s'était réchauffée, mais je m'en fichais. J'ai tout repassé dans ma tête, ces mots, les mensonges de Claire. Les années que j'avais passées à jouer à la famille avec une femme qui se croyait probablement intouchable. Mais elle ne l'était pas. Personne n'est intouchable quand vous n'avez plus rien à perdre. Alex est rentré du travail et m'a trouvé en train de fixer mon téléphone comme un homme qui planifie la domination mondiale. Mec, a-t-il dit prudemment. Tu as l'air d'être sur le point de lancer une secte. Pas une secte, ai-je dit. Une collaboration. Avec qui? La femme du petit ami de ma femme. Il a cligné des yeux. Cette phrase est épuisante. Bienvenue dans ma vie, ai-je dit. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Mon esprit tournait à plein régime. Chaque texto, chaque souvenir, chaque faux sourire. Tout repassait comme un marathon de mauvais films. Mais maintenant, il y avait un fond d'excitation. Je n'étais plus impuissant. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais le contrôle. Avant de finalement m'endormir, j'ai rédigé un dernier texto à l'attention de Claire. Court, doux,
et assez vague pour la faire paniquer. Et, on va devoir parler bientôt de ce que tu caches. Puis j'ai éteint mon téléphone. Qu'elle perde le sommeil pour changer. En fermant les yeux, une pensée persistait, chaleureuse et satisfaisante. La vérité était révélée au grand jour maintenant, se propageant comme une traînée de poudre. Et ce n'était plus seulement le secret de Claire. C'est un désastre partagé. Et la meilleure partie, c'est que je venais de rencontrer la seule personne qui les détestait autant que moi. Demain, nous commencerions à planifier le vrai spectacle. Si vous n'avez jamais fait partie d'un groupe de soutien non officiel pour conjoints trahis, laissez-moi vous dire que c'est curieusement libérateur. Surtout quand l'autre membre en a tout autant marre que vous, et tout aussi furieux et drôle. Après cet appel avec Nathalie, je n'arrêtais pas de penser à ces mots. Pas d'une manière sentimentale, mais plutôt d'une manière, on est sur le point de réaliser la version émotionnelle d'Ocean S11. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un sens du devoir que je n'avais pas ressenti depuis la dernière fois que j'avais réparé le Wi-Fi du premier coup. La mission, partenariat et vengeance. Parce que le malheur aime la compagnie, mais la vengeance, elle, organise carrément un dîner mondain. J'ai rejoint Nathalie le lendemain dans un petit café du centre-ville, en territoire neutre. J'y suis arrivé en avance parce que je suis le genre de gars qui aime choisir un siège face à la porte. Des années de mariage m'avaient appris à m'attendre à des embuscades en plein jour. Le café sentait les grains hors de prix et les mauvaises décisions. J'ai commandé un café noir, sans sucre, parce que j'étais en deuil et que les édulcorants semblaient irrespectueux. Elle est entrée 5 minutes plus tard, portant des lunettes de soleil assez grandes pour cacher une crise d'identité. Elle avait exactement l'air de ce que je ressentais, épuisée mais dangereuse. Elle m'a repéré immédiatement, a hésité une demi-seconde comme si elle se demandait si elle n'allait pas s'enfuir, puis est venue s'asseoir. « Tu dois être maçonne », a-t-elle dit en enlevant ses lunettes. « Tu dois être Nathalie », ai-je répondu, en offrant une poignée de main qui s'est transformée en une de ces espèces de demi-accolades bizarres que font les gens quand ils ont été liés par le traumatisme de l'adultère. De près, elle avait ce calme imperturbable que les gens acquièrent quand ils ont fini de pleurer mais qu'ils ne carburent plus qu'à la caféine et à la colère. Nous n'avons même pas commencé par des banalités. Alors, a-t-elle dit en sirotant son latte, nos conjoints sont des ordures. Des ordures recyclables tout au plus, ai-je dit. Mais je suis prêt à en faire du compost pour le bien de l'environnement. Ça a brisé la glace. Elle a ri. Vraiment ri. Pour la première fois, j'ai pu entendre que ce n'était pas le rire poli et raffiné d'une femme habituée à faire semblant dans les cocktails. C'était le rire de quelqu'un qui n'en a définitivement plus rien à foutre. Elle a ouvert son sac à main et a sorti son téléphone. J'ai apporté des preuves, a-t-elle dit, en faisant défiler l'écran avec détermination. Des captures d'écran, des photos, des reçus. Derek a été négligent. Elle a tourné l'écran vers moi et je jure que mon âme a brièvement quitté mon corps. Il était là, monsieur le vendeur charmeur et infidèle, en train d'embrasser Claire dans le hall d'un hôtel comme s'ils auditionnaient pour un film Hallmark intitulé Adultère l'après-midi. J'ai sifflé doucement. Waouh, ils n'ont vraiment même pas essayé de se cacher. Oh, c'est encore mieux, a-t-elle dit en sweepant à nouveau. Ça, c'était le jour de la Saint-Valentin. C'est drôle, ai-je dit. J'ai reçu un cactus ce jour-là. Je suppose qu'elle essayait d'être symbolique. Elle a souri d'un air sinistre. Il a utilisé le même restaurant pour plusieurs liaisons. Regarde, tu vois l'horodatage ? Même table, 3 femmes différentes. Je me suis penché, secouant la tête. Ce type gère un buffet à volonté de mauvais choix de vie. Nous sommes restés silencieux un moment, laissant l'absurdité de la situation s'installer. 2 inconnus liés par la trahison, sirotant un café hors de prix tout en décortiquant les preuves photographiques des tricheurs les moins imaginatifs du monde. Alors, c'est quoi ton objectif final, a-t-elle fini par demander. Honnêtement, je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de conclusion. Je veux juste qu'ils s'étouffent tous les deux avec leurs mensonges dans un lieu public avec un bon éclairage. Ses yeux ont pétillé, espiègles, sombrement amusés. Pareil. C'est là que nous avons commencé à comploter. Au début, c'était théorique. Du genre, ce ne serait pas fou si on les démasquait à leur bureau, ou imagine, on loue un panneau publicitaire. Mais plus on parlait, plus on réalisait, pourquoi ne pas vraiment faire quelque chose ? Ce n'était plus de la vengeance. C'était de l'art dramatique.
Nous l'avons dessiné sur une serviette en papier comme deux criminels dans une scène de restaurant de film. Étape 1, rassembler plus de preuves. Étape 2, choisir le moment parfait. Étape 3, infliger l'humiliation maximale. Elle a mentionné que l'entreprise de Derek organisait un dîner trimestriel chic très bientôt. Les partenaires, les conjoints, même le PDG y serait. Claire irait certainement en tant que son accompagnatrice, parce que l'ironie l'excite apparemment. Je me suis adossé, souriant de toutes mes dents. Un dîner, hein? Une scène publique? C'est parfait. Nathalie a eu un sourire narquois. À quoi penses-tu? Je pense qu'on va en faire une double projection. Tu t'y pointes. Je m'y pointe. Ils pensent tous les deux s'en sortir. Et puis, au milieu du repas, on leur sert la vérité. Elle a cligné des yeux, puis a souri lentement. Une révélation en direct. Exactement. Vois ça comme l'épisode crossover que personne n'a demandé. Nous avons fait teinter nos tasses de café comme des conspirateurs scellant un pacte. Au cours des jours suivants, nous sommes devenus un duo de détectives numériques. Nathalie était le cerveau. Elle avait accès au calendrier professionnel de Derek et pouvait suivre chacune de ses fausses réunions. J'étais les muscles, ce qui veut dire le gars avec du temps libre et plus rien à perdre. Elle m'envoyait des mises à jour par texto. Je les vérifiais avec mes propres petites recherches. Et ensemble, nous avons constitué un dossier qui ferait rougir un détective privé. Capture d'écran, reçu, données GPS. Nous avons même trouvé des factures d'hôtel payées avec la carte de crédit de l'entreprise de Derek. Erreur de débutant, mon pote. Adultère et détournement de fonds dans un même forfait. Le combo de rêve pour les ressources humaines. Entre tout ça, nous avons discuté non seulement des tricheurs, mais de tout. La vie, le travail, les enfants. Il s'est avéré que Nathalie avait un fils adolescent qui pensait que son père était un héros. Elle redoutait le jour où elle devrait lui dire le contraire. Je lui ai parlé d'Emma, de la façon dont elle était trop jeune pour comprendre tout ça, mais assez grande pour remarquer quand ses parents arrêtaient de sourire sur les photos. Nous avons trouvé ce rythme étrange, un mélange d'humour noir et d'empathie. À un moment donné, elle a demandé, « Tu te demandes parfois si on a raté les signes parce qu'on ne voulait pas les voir tous les jours ?» J'ai répondu, honnêtement, je pense qu'on les a vus. On a juste espéré qu'on avait tort. Elle a hoché la tête. Ouais, l'espoir est une sacrée drogue. Le vendredi, nous avions tout préparé. Le dîner était prévu pour le samedi soir au Riverside Bistro. Un endroit classe, des steaks hors de prix, et assez de faux rires pour noyer une conscience. Nathalie a obtenu la liste des invités confirmés grâce à un contact dans l'entreprise de Derek. Et bien sûr, nos deux conjoints y assistaient ensemble, comme si de rien n'était, comme si l'univers n'avait pas déjà signé leur arrêt de mort émotionnel. Le plan était simple. J'arriverais le premier, et je m'assiérais à une table dans un coin. Nathalie entrerait plus tard. Nous observerions tous les deux jusqu'au bon moment, puis boum, la révélation. Court, net, chirurgical. Pas de cris, pas de chaos. Juste deux conjoints calmes. Des conjoints posés balançant des bombes de vérité tout en sirotant du vin. Pensez moins à Jerry Springer, plus à Scorsese. La veille au soir, Claire m'a encore envoyé un texto. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Tu te comportes comme un enfant. Je l'ai fixé pendant un long moment, puis j'ai répondu, tu as raison. On se voit bientôt. Pas de contexte. La laisser penser que c'était une réconciliation. Le lendemain matin, Nathalie a appelé. Tu es sûr de ça? Je n'ai jamais été aussi sûr, ai-je dit. En plus, j'ai déjà fait nettoyer ma meilleure chemise au pressing. Je détesterais que cet effort soit gâché. Elle a ri doucement. Tu es vraiment quelqu'un de spécial, Mason. Ouais, ai-je dit. C'est ce qu'ils me disent toujours juste avant de ruiner ma vie. Le samedi est arrivé vite. J'ai passé l'après-midi à faire semblant d'être normal. J'ai fait la lessive, j'ai déjeuné avec Alex, qui a insisté pour me faire un discours de motivation inutile. N'oublie pas, mec, a-t-il dit en pointant sa frite vers moi. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais le dessert est en option. C'est noté, ai-je dit. Je ferai léger sur le soufflet. À 19h, j'étais devant le Riverside Bistro. L'endroit rayonnait, du jazz doux, des bougies,
des faux sourires derrière la vitre. Je suis entré, j'ai donné mon nom de réservation à l'hôtesse, Reed, une personne, et j'ai pris place au fond. J'ai commandé un whisky. Sec. Je voulais avoir l'air assez calme pour troubler le diable lui-même. 5 minutes plus tard, ils sont entrés. Claire dans une robe bleu marine, Derek dans son costume prétentieux. Ils avaient l'air parfaits, assortis, comme une pub pour le parfum trahison. Elle a regardé autour d'elle, nerveuse mais souriante. Je l'ai observé du coin de l'œil, une tempête silencieuse sous forme humaine. Ils se sont assis à l'autre bout de la salle, riant autour d'un verre de vin. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de douleur, d'anticipation. Puis Nathalie est entrée, élégante, posée. Elle ressemblait à la vengeance en talons aiguilles. Elle les a repérés immédiatement et m'a fait un signe de tête discret. Que le spectacle commence. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu renverser la table, crier et tu m'as trompé, comme un figurant de feuilleton. Mais non, je voulais de la précision. Je me suis levé, le verre à la main, et j'ai marché vers eux, chaque pas étant délibéré. Le bruit de mes chaussures a résonné juste assez pour que Claire lève les yeux. Et quand nos regards se sont croisés, je l'ai vu. La reconnaissance, la panique, la culpabilité. Le tiercé gagnant. Mason, a-t-elle balbutié. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu sais, ai-je dit, en faisant tourner mon verre. Je me suis juste dit que j'allais passer au dîner de famille, pas vrai? Avant qu'elle ne puisse répondre, Nathalie est apparue à côté de moi. Toujours aussi calme. Derek a blêmi. Nathalie, quoi? Comment? Elle a souri froidement. Salut, chérie. Le monde est petit, n'est-ce pas? On aurait pu entendre une mouche voler. Toutes les têtes se sont tournées. Je me suis penché légèrement en avant, j'ai levé mon verre, et j'ai dit, au secret de famille et au test ADN qui ne mentent pas. Le serveur s'est figé en plein mouvement. Quelqu'un a halté. Le visage de Claire s'est vidé de ses couleurs plus vite que mon amour pour elle. Derek avait l'air d'un homme essayant de chercher sur Google comment disparaître. Nathalie a placé un dossier sur la table, l'a fait glisser vers lui et a dit, tu ferais bien de lire ça avant que les ressources humaines ne le fassent. Le silence s'est étiré, lourd et épais, avant de s'effondrer dans le chaos. Claire a commencé à murmurer des excuses frénétiques. Derek a balbutié des choses sur des malentendus. Je suis resté là à siroter mon whisky, savourant le genre de paix que seule la justice poétique peut apporter. Nathalie m'a regardé, a souri légèrement, et a chuchoté, on l'a fait. Ouais, ai-je dit. On l'a vraiment fait. Puis je me suis tourné, j'ai laissé de l'argent sur la table, et je suis sorti sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Claire se briser, la chaise de Derek racler le sol, les talons de Nathalie claquer, mais je m'en fichais. Dehors, l'air frais de la nuit m'a frappé comme une bouffée de liberté. J'ai allumé une cigarette, même si je ne fume pas, juste parce que le moment l'exigeait. Parfois, la vengeance n'a pas un goût sucré. Parfois, elle a juste le bon goût. On pourrait penser qu'après avoir fait exploser son mariage devant un public avec un éclairage d'ambiance et du jazz en fond sonore, on ne ressentirait rien d'autre que de la paix, pas vrai? Comme si le générique allait défiler, la musique montait en puissance, et que je m'en irais vers le soleil couchant avec ma dignité attachée sur le capot de ma Subaru. Mais non, il s'avère que la vengeance laisse un arrière-goût. Doux amer, fumé, et curieusement addictif. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans l'appartement d'Alex avec l'impression d'avoir avalé une pile. Ce n'était pas du regret. C'était de l'énergie. De la caféine pure et vengeresse. J'avais passé des années à être le mari compréhensif, le gars qui haussait les épaules face aux soirées tardives et aux parfums mystérieux. Mais maintenant j'étais le gars qui venait de mettre fin publiquement à 2 mariages avec un seul toast et un sourire calme. On pourrait penser que ce serait suffisant, mais mon cerveau avait déjà commencé à murmurer, et ensuite. Vous voyez, le problème avec le chaos, c'est qu'une fois que vous goûtez à nouveau au contrôle, vous en redemandez. Je me suis fait du café, j'ai vérifié mon téléphone, et bien sûr, elle était là. 17 messages de Claire. Les premiers étaient désespérés. Où es-tu? S'il te plaît, appelle-moi. Puis ils sont devenus défensifs. Tu n'avais pas besoin de m'humilier. Ce n'est pas ce que tu crois. Puis enfin, ma phase préférée.
La rage. Tu es cruel. Tu as ruiné ma vie. Je fixai l'écran, pris une gorgée de mon café et je souris. Je n'ai pas ruiné ta vie, Claire, ai-je marmonné. Je te l'ai juste montré en haute définition. Je l'ai ignoré et j'ai ouvert une nouvelle conversation. Nathalie. Si Claire était une tempête, Nathalie en était l'œil. Calme, calculatrice, et curieusement thérapeutique avec qui discuter. Je lui ai envoyé un texto, « Bonjour, co-conspiratrice. Des retombées nucléaires de ton côté ?» Elle a répondu presque instantanément. Oh, c'est biblique. Derek a été suspendu dans l'attente d'une enquête des RH. Ses maîtresses ont découvert le pot aux roses et ont créé un groupe de discussion. C'est le chaos. J'ai failli recracher mon café. Un groupe de discussion. J'ai répondu, comment s'appelle-t-il? Adultère anonyme. Elle a envoyé un emoji qui pleure de rire et a dit, en gros. Elle s'échange des anecdotes. Il s'avère qu'il donnait la même carte de Saint-Valentin à plusieurs femmes. J'ai dû me lever et faire les 100 pas juste pour brûler l'adrénaline. Cet homme trompait en gros. D'où Jésus, ai-je marmonné. Ce type traite les femmes comme des box d'abonnement mensuels. Puis Nathalie a lâché la vraie bombe. Son entreprise parle de porter plainte, détournement de fonds, fausses notes de frais de déplacement. Apparemment, tous ces voyages d'affaires avec Claire ont été facturés comme des frais de représentation client. Je me suis arrêté net. Tu es en train de me dire que la liaison de ma femme était sur le budget de l'entreprise. Ouais. Derek est sur le point d'apprendre ce que le mot audit veut vraiment dire. J'ai ri si fort que j'ai dû poser ma tasse. C'était la justice karmique sous stéroïdes. Claire avait toujours aimé les belles choses. Les hôtels 5 étoiles, le bon vin, l'illusion du statut social, et maintenant tous ces petits luxes s'accompagnaient d'une facture qu'elle ne pouvait pas payer. Je lui ai répondu, rappelle-moi d'envoyer une carte de remerciement au RH. Mais sous les blagues, je sentais que quelque chose changeait. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de lucidité. Le genre qui ne vient qu'après que toute votre vie a explosé et que vous êtes en train de fouiller dans les cendres pour trouver les pièces qui valent la peine d'être conservées. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Nathalie à nouveau. Cette fois-ci dans un dîner. Pas un café chic, juste un boui-boui un peu gras qui sentait le bacon et les secondes chances. Elle avait meilleure mine qu'avant. Plus affûtée, plus légère, comme quelqu'un qui était enfin descendu du tapis roulant émotionnel. Bonjour, partenaire, ai-je dit en me glissant sur la banquette. Bonjour, aimant à KO, a-t-elle répondu en souriant. Nous avons commandé du café, noir pour moi, avec moitié crème et sucre pour elle. Et elle a encore sorti son téléphone. Alors, voici où on en est, a-t-elle dit. Affaire sérieuse. Derek suspendu. Les RH fouillent dans ses dossiers. Et depuis ce matin, l'entreprise de Claire est au courant de son implication. Mes sourcils se sont levés. Comment? Elle a légèrement souri. Disons juste qu'une des autres petites amies de Derek travaille dans le même bureau et a décidé de jouer les lanceuses d'alerte. Oh, c'est magnifique, ai-je dit. Le karma d'entreprise a son apogée. Ouais, a-t-elle dit. Claire a été convoquée pour une discussion avec les RH. Apparemment, coucher avec un homme marié sur le temps de l'entreprise est mal vu. J'ai ricané. Qui l'eût cru? Elle s'est penchée en avant, posant son menton sur sa main. Et toi, alors? Quelle est la suite pour Mason le Vengeur? J'ai haussé les épaules. Honnêtement, je songe à prendre des vacances prolongées loin de tout ce qui est humain. Peut-être acheter une cabane dans un coin tranquille, vivre de café et de respect de soi-même. Elle a souri de toutes ses dents. Ça a l'air ennuyeux. L'ennui est sous-estimé, ai-je dit. Tu as déjà remarqué à quel point les gens ennuyeux ont l'air paisibles? Comme s'ils n'attendaient pas que quelqu'un les poignarde au rein émotionnel. Elle a ri et pour la première fois depuis un moment, ça ne sonnait pas amer. Tu es drôle, a-t-elle dit. Tu as déjà pensé à faire du stand-up? Je l'ai déjà vécu, ai-je dit. Ça s'appelle le mariage. Nous avons tous les deux éclaté de rire et, l'espace d'un instant, le monde n'a pas semblé lourd. Puis son expression s'est adoucie. Tu sais, Mason, tu gères ça bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Merci, ai-je dit. Tout est question de sarcasme et de caféine.
Ma stratégie d'adaptation est à 70% de l'humour noir et 30% du déni. Elle a souri, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. De l'empathie, peut-être même de l'admiration. Quand même, a-t-elle dit. Je suis contente qu'on ait fait ça ensemble. Je ne pense pas que j'aurais pu le gérer seul. Ouais, ai-je dit doucement. Moi non plus. Nous sommes restés assis là un moment, juste deux personnes brisées qui réalisaient lentement qu'elles n'étaient plus brisées, juste réassemblées différemment. Quand je suis rentré chez Alex plus tard, il était sur le canapé en train de manger des céréales à même la boîte. Alors, a-t-il dit la bouche pleine de cornflakes, vous avez encore comploté pour dominer le monde tous les deux? Presque, ai-je dit. L'illumination d'entreprise. Il a haussé un sourcil. Tu me fais peur avec ton calme. Tu es sûr de ne pas être secrètement un tueur à gages. Crois-moi, ai-je dit en me laissant tomber à côté de lui. Si je l'étais, j'aurais commencé par la mère de Claire. Il a tellement ri qu'il a failli s'étouffer. Oh, mec. Margaret ne l'aurait jamais vu venir. Comment ça? Je ne suis pas le personnage principal. Nous avons tous les deux éclaté de rire. Ça faisait du bien. Rire sans tension. Pour une fois, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme un homme qui avait survécu à un truc de dingue et qui en était ressorti plus fort. Cette nuit-là, j'ai ouvert mes emails et j'en ai vu un de Claire. Objet, s'il te plaît, écoute-moi. Contre mon meilleur jugement, j'ai cliqué. C'était long, des pages de justification, de culpabilité, de nostalgie. Elle expliquait comment elle ne voulait pas que ça arrive, comment elle s'était sentie seule, comment Derek comprenait son ambition. C'était les mêmes conneries recyclées que les tricheurs tirent du scénario universel. Mais une phrase ressortait. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Mais tu m'as humilié devant tout le monde. Je me suis reculé, j'ai fixé l'écran, et j'ai ri à haute voix. Oh, pauvre de toi, ai-je dit. Comment vas-tu t'en remettre après avoir fait face aux conséquences de tes actes? J'ai cliqué sur répondre et j'ai tapé, Claire, tu n'as pas été humiliée. Tu as été démasquée. Il y a une différence. Puis je l'ai effacée. Elle ne méritait pas de réponse. À la place, j'ai ouvert mes messages et j'ai envoyé un texto à Nathalie. Et, tu es occupée? Elle a répondu, pas vraiment. Pourquoi? Juste curieux de savoir si tu es partante pour un dernier acte de conclusion poétique. Définie conclusion. Publique, légèrement légale, émotionnellement satisfaisante. Elle a envoyé un emoji mort de rire. Je suis partante. Les détails. Alors, je lui ai exposé mon idée. Nous allions envoyer des lettres anonymes à tous ceux à qui Derek et Claire avaient menti. Leurs patrons, leurs familles, même leurs amis. Rien de cruel, juste des captures d'écran factuelles, des chronologies, la vérité. Rien ne frappe plus fort que la réalité livrée sans commentaire. Nous avons passé les 2 jours suivants à créer des dossiers numériques. Nathalie s'est occupée du côté de Derek. Je me suis occupé de celui de Claire. Chaque email était poli, professionnel, d'une précision dévastatrice. Nous ne les avons pas insultés. Nous n'avons pas pesté. Nous avons simplement présenté les faits comme des études de cas sur la tromperie. À la fin, je me sentais curieusement en paix, comme si j'avais enfin vidé la dernière goutte de ressentiment. Le 3e jour, Nathalie a appelé. Tu sais ce qui est dingue, a-t-elle dit, je ne me soucie même plus de lui. Je me sens juste libéré de ça. Ouais, ai-je dit. C'est comme nettoyer son garage. On déteste le processus, mais une fois que les ordures sont sorties, on peut enfin respirer. Elle a ri doucement. Tu as vraiment une métaphore pour tout. C'est le risque du métier de la trahison, ai-je répondu, tu commences à narrer ton propre film. Cette nuit-là, je suis sorti sur le petit balcon d'Alex. L'air était frais, la ville bourdonnait en bas. J'ai regardé l'horizon et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Pas contre Claire. Pas même contre moi-même pour avoir ignoré les signaux. J'étais juste conscient. Conscient que l'amour ne se termine pas toujours par un feu d'artifice. Parfois, ça se termine par de la paperasse et des captures d'écran. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto de Nathalie. Au nouveau départ. Quoi que cela signifie. J'ai souri. Au nouveau départ, ai-je répondu.
Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans refaire de vieilles conversations dans ma tête. Pas de récits, pas de disputes imaginaires, pas d'amertume. Juste le silence. L'opération Illumination n'avait pas pour but de se venger. C'était une question de vérité et peut-être, juste peut-être, d'un peu de liberté déguisée en chaos. Il y a certains moments dans la vie où vous savez que vous entrez dans l'histoire. La vôtre, spécifiquement. Pas celle qu'on enseignera dans les écoles, mais celle que votre thérapeute qualifiera plus tard de tournant majeur. C'est ce que j'ai ressenti en me garant devant le Riverside Bistro ce soir-là. Ma chemise impeccable, mon sarcasme plus tranchant que les couteaux à steak à l'intérieur. L'endroit rayonnait, comme s'il avait quelque chose à prouver. Lumière tamisée, tintement de verre, faux rire résonnant à travers les vitres. J'étais déjà venu ici avec Claire, à l'époque où je pensais que le pire secret qu'elle gardait était le prix réel de sa routine de soins du visage. C'est drôle comme la vie vous fait vieillir plus vite que les rides. Nathalie et moi avions planifié ça à la minute près. Nous nous sommes retrouvés à l'extérieur, avec l'air de deux personnes qui venaient enfin d'obtenir leur diplôme avec mention de l'université de la trahison. Elle portait une robe noire qui pourrait donner à des excuses un air de confiance en soi. Et j'avais opté pour un costume bleu marine, le même que j'avais porté à notre mariage. Appelez ça poétique. « Tu es prêt pour ça ?» a-t-elle demandé, en lissant ses cheveux comme si nous étions sur le point de monter sur scène au lieu d'entrer dans des tirs croisés émotionnels. « Prêt ? Ça fait des jours que je répète ça dans ma tête, ai-je dit. Rendons Shakespeare fier. » À l'intérieur, le restaurant était bondé. Ça sentait le beurre, l'arrogance et l'argent. Chaque table était remplie de personnes prétendant que leur vie était meilleure qu'elle ne l'était en réalité. Un cadre parfait pour que la vérité fasse une apparition surprise. L'hôtesse nous a conduits à notre table, stratégiquement placée de l'autre côté de la salle par rapport à Derek et Claire. Ils y étaient déjà, riant autour d'un verre de vin, tellement inconscients que j'aurais pu jurer que le karma en personne se tenait derrière eux, en train de se limer les ongles. Claire était rayonnante. Bien sûr. La trahison devait être son secret de beauté. Derek, de son côté, affichait le sourire suffisant de l'homme devenu trop à l'aise à jongler avec les mensonges. Nathalie s'est penchée et a chuchoté, « Mon Dieu, regarde-les. On ne devinerait jamais qu'ils ont fait exploser deux familles. » Oh, moi je le saurais, ai-je dit. C'est le même sourire qu'elle m'a fait quand elle a plafonné ma carte de crédit pour des retraites de bien-être. Nous ne nous sommes pas précipités. Non, ce genre de performance nécessitait du rythme. Laissez-les rire. Laissez-les boire. Laissez-les penser que la vie est belle. Quand le serveur est passé, j'ai commandé le whisky le plus cher qu'ils avaient et un steak que je n'avais pas l'intention de finir. Nathalie a eu un sourire en coin. On dépense sans compter ce soir, hein. C'est la maison qui régale, ai-je dit. Techniquement, la moitié de tout ça est financé par sa faillite morale. Au moment où l'entrée est arrivée, c'était l'heure. Derek a tendu la main de l'autre côté de la table pour serrer celle de Claire, et je jure que j'aurais pu entendre un violon jouer quelque part. Je me suis levé, le verre à la main, et j'ai marché vers eux. Nathalie m'a suivi, plus calme que jamais, comme une espionne en mission. Les têtes se sont tournées à notre approche. Il y a quelque chose de magnétique dans la fureur silencieuse portée en costume. Le sourire de Claire s'est figé au milieu d'une phrase lorsqu'elle m'a vu. Mason, a-t-elle balbutié, les yeux fuyants comme un politicien coincé. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu sais, ai-je dit en faisant tourner mon verre. Je me suis juste dit que j'allais venir découvrir le plat du jour. J'avais entendu dire que la trahison était au menu. Derek s'est étouffé avec son vin. Nathalie s'est avancée, posant légèrement sa main sur son épaule. Salut mon cœur, a-t-elle dit doucement. Surpris de me voir? Le visage de Derek s'est vidé de ses couleurs plus vite que le champagne gratuit ne disparaît à un mariage. Nathalie, ce n'est pas. Ne dis rien, a-t-elle coupé. Nous savons tous les deux exactement ce que c'est. Toutes les tables aux alentours étaient devenues silencieuses. L'air était lourd de tension et de curiosité indiscrète. Un serveur s'est figé en plein mouvement avec un plateau de dessert, ses yeux faisant des allers-retours entre nous comme s'il venait d'entrer dans une pièce de théâtre en direct. J'ai levé mon verre, j'ai adressé un sourire poli à la salle et j'ai dit, aux secrets de famille et aux tests ADN qui ne mentent pas. Quelques personnes ont halté. Un homme plus âgé a toussé dans sa soupe. La lèvre de Claire a tremblé.
Derek avait l'air de vouloir ramper sous la table et commencer une nouvelle vie dans les égouts. Nathalie s'est penchée tout près de Derek et a chuchoté « Vérifie tes emails. Les RH sont très curieuses de connaître tes frais de déplacement. » Puis elle s'est tournée vers Claire et a dit « Et peut-être que la prochaine fois que tu voudras jouer à la maîtresse, choisis quelqu'un qui a de meilleurs goûts en matière de vin. » Claire s'est levée, la voix tremblante. « Mason, s'il te plaît, pas ici. »« Oh, absolument ici, ai-je dit. »« Tu adores avoir un public, n'est-ce pas? Considère ça comme ton rappel. » Derek a essayé d'intervenir, levant les mains comme un arbitre au championnat de la tromperie. « Écoutez, tout le monde, calmez-vous. Mon pote, ai-je dit, tu es la dernière personne qui devrait prononcer le mot tout le monde. Tu as eu plus de public que Broadway. » La table à côté de nous a littéralement applaudi. Je ne plaisante pas, ils ont applaudi. Quelqu'un a murmuré, « Oh mon Dieu, c'est mieux que Netflix. » Le mascara de Claire a commencé à faire ce que sa morale avait déjà fait. Se faire la malle. Elle a tendu la main vers moi, la voix brisée. « Mason, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu peux, ai-je dit en reculant. Tu as toujours été doué pour raconter des histoires. Assure-toi juste de citer tes sources cette fois. » Nathalie a croisé les bras, l'air presque ennuyé. « Je crois qu'on a terminé ici, a-t-elle dit calmement. Bon appétit, Derek. Ce sera peut-être ton dernier repas qui ne sera pas servi sur un plateau en plastique. » Nous nous sommes retournés et sommes sortis, laissant derrière nous une pièce remplie de mâchoires tombantes et de commentaires chuchotés. L'hôtesse nous a regardés avec des yeux écarquillés comme si elle venait de voir un fantôme. J'ai souri et j'ai dit, « La table est toute à vous si vous voulez voir à quoi ressemble l'autodestruction de près. » Dehors, l'air de la nuit nous a frappés comme une bouffée de liberté. Froid, vif, honnête. Nathalie a expiré d'une manière un peu tremblante, puis elle a souri de toutes ses dents. Ça s'est mieux passé que prévu. Ouais, ai-je dit. J'appellerais ça un effondrement 5 étoiles. Super ambiance, performance solide, et un final satisfaisant. Elle a ri, s'appuyant contre la balustrade. Tu crois qu'ils vont s'en remettre? Oh, ils vont essayer, ai-je répondu. Mais à partir de maintenant, chaque dîner chic auquel ils assisteront s'accompagnera de flashbacks et de crises de panique. C'est le genre de traumatisme qui ne se rembourse pas. Nous sommes restés là en silence pendant un moment, regardant les voitures passer, laissant l'adrénaline redescendre. J'ai réalisé à ce moment-là que la vengeance n'est pas bruyante, elle est silencieuse. C'est le calme après l'explosion, quand tout ce qu'il reste, c'est la vérité. Nathalie m'a regardé, son expression s'adoucissant. Tu sais, Mason, on l'a vraiment fait. On a repris le contrôle. Ouais, ai-je dit. Je suppose qu'on devrait créer un club ou un truc comme ça. Elle a souri. Le club de la double trahison. Réunion dans des restaurants, adhésion gratuite, sarcasme obligatoire. J'ai ri. J'adhère. Nous nous sommes dit au revoir et, tandis qu'elle s'éloignait, je l'ai regardée disparaître dans la nuit. Plus forte, plus libre, apaisée. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et j'ai croisé mon reflet dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'air d'un homme survivant à son mariage. J'avais l'air d'un homme qui avait survécu à lui-même. Je suis sorti du parking et je suis rentré chez moi. La radio baissée, les lumières de la ville défilant comme de nouveaux départs. Derrière moi, quelque part dans ce restaurant, 2 personnes étaient probablement en train de se disputer, de pleurer et de se rejeter la faute. Laissez-les, ils méritent le bruit. Moi? J'avais le silence. Et pour une fois, il résonnait parfaitement. Le matin suivant la confrontation au restaurant a donné l'impression de se réveiller après un orage. Tout semblait calme, mais on savait que quelque chose d'important avait été chamboulé. L'air était plus clair, mon téléphone plus lourd, et ma paix plus bruyante. J'étais allongé là, à fixer le plafond de la chambre d'amis d'Alex, attendant que la culpabilité ou les regrets s'insinuent. Mais tout ce qui s'est pointé, c'est la satisfaction accompagnée d'une petite faim. J'avais réduit mon ancienne vie en cendres devant un public en direct. Et maintenant, j'avais envie d'un petit déjeuner et de nouveaux départs. Mais la paix à l'ère des smartphones ne dure pas longtemps. Mon téléphone a bourdonné comme un frelon en colère sur la table de nuit. Encore Claire. Ces textos avaient évolué pendant la nuit comme un Pokémon toxique.
La phase 1 avait été le déni. La phase 2, le bureau des pleurs. Maintenant, nous en étions à la phase 3, le chantage affectif enveloppé de victimisation. Tu m'as mise dans l'embarras, Mason. Tout le monde en parle. Réalises-tu ce que tu as fait? Tu as ruiné ma réputation. Oh, ma chérie. Ta réputation s'est ruinée toute seule quand elle a décidé de prendre une carte de fidélité d'hôtel au nom de Derek. J'ai ignoré les premiers messages, mais ensuite elle a envoyé une note vocale. J'ai hésité à l'écouter, la curiosité l'ayant emporté, car je ne suis qu'un être humain. Et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix s'est fait entendre, tremblante mais aiguë. Je ne sais pas ce que tu penses avoir accompli, mais tu n'avais pas besoin de faire ça comme ça. Tu aurais pu simplement partir. Tu n'avais pas besoin de m'humilier. J'ai ri aux éclats. C'est l'hymne national des trompeurs, tu n'avais pas besoin de me démasquer. J'ai failli répondre, ne t'inquiète pas, l'humiliation était offerte par la maison, mais j'ai décidé de la laisser mariner. Que le silence soit ma plaidoirie finale. Pendant ce temps, le monde faisait déjà ce qu'il fait de mieux, répandre les potins plus vite qu'un feu de forêt par temps sec. Mon téléphone était un cimetière de notifications. Des collègues, de vieux amis, même ma tante Suzanne demandant « Est-ce vrai ce qu'on dit ?» Je ne savais même pas ce qu'on disait, mais d'après les regards que j'ai eus au café ce matin-là, ça devait être divertissant. J'étais devenu une légende locale. Le gars qui a transformé une réservation pour un dîner en une exécution publique. Une serveuse m'a même fait un clin d'œil en disant « légende ». Je lui ai laissé un gros pourboire, car la reconnaissance doit toujours être récompensée. J'ai fait défiler mon fil Facebook plus tard, et c'est là que je l'ai vu. L'apocalypse numérique. Quelqu'un avait filmé une partie de la confrontation au Riverside Bistro. La vidéo s'intitulait « Un couple infidèle démasqué au dîner ». Attendez le rebondissement. Plus de 20 000 vues en une nuit. J'ai cliqué sur lecture. J'étais là, calme comme un moine, le whisky à la main, portant un toast au secret de famille. La caméra avait tout capturé. Le choc de Claire, la panique de Derek, la frappe chirurgicale de Nathalie. Ça se terminait même avec le public qui applaudissait. Dans la section des commentaires, les gens dévoraient ça comme du popcorn. Ça mérite un Oscar. Mason est un roi. Le mascara de Claire mérite un Emmy. J'aurais probablement dû être mortifié, mais honnêtement, j'étais fier. J'étais devenu viral pour la première fois de ma vie, et je n'avais même pas eu besoin de danser ou de faire du playback pour y arriver. J'ai appelé Nathalie cet après-midi-là. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, riant avant même que je puisse parler. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Oh, je l'ai vu, ai-je dit. Apparemment, je suis un héros populaire d'Internet maintenant. Il y a même un mème de moi levant mon verre avec la légende, à tous les signaux d'alarme que j'ai ignorés au point. Elle s'est esclaffée. C'est incroyable. Derek se cache depuis ce matin. Les RH l'ont mis en congé pour une durée indéterminée pendant qu'ils examinent ses notes de frais. 3 de ses aventures ont déjà publié des citations critiques sur les menteurs qui ont ce qu'ils méritent. C'est comme regarder une tragédie grecque se dérouler dans des publications LinkedIn. Et Claire, ai-je demandé. Oh, elle ne va pas très bien, a répondu Nathalie, et il n'y avait aucune excuse dans son ton. Son entreprise a eu vent de tout. Tu sais à quel point les relations publiques des entreprises aiment une image propre. Elle a été retirée de ses comptes clients. Apparemment, elle a essayé de prétendre que c'est une affaire privée, mais quelqu'un a fait suivre la vidéo au RH. J'ai sifflé. C'est donc ce qu'on appelle un réajustement de carrière. Plutôt une chute libre, a-t-elle dit en sirotant quelque chose. J'entendais les glaçons teinter à travers le téléphone. Tu te rends compte qu'on a accidentellement créé un compte de faits préventifs, n'est-ce pas? On est la raison pour laquelle tous les tricheurs dans un rayon de 80 km viennent de désactiver leur partage de localisation. Tant mieux, ai-je dit. Laissons-les vivre dans la paranoïa. C'est du cardio pour l'âme. Nous avons parlé encore 1 heure, échangeant des mises à jour et des sarcasmes comme des collègues dans un bureau très mesquin. Mais derrière l'humour, il y avait ce sentiment discret de toute autre chose, la vengeance. Pour une fois, la vérité n'était pas cachée derrière de faux sourires et des mensonges polis. Elle était là, désordonnée et bruyante, et nous n'avions plus à la porter. Vers le soir, j'ai décidé de vérifier ma boîte mail. Mauvaise idée.
50 messages non lus, pour la plupart de personnes que je connaissais à peine. Un de mon ancien patron, Mason, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je t'offre un verre quand tu veux. Tu es mon nouveau héros. Un autre de mon voisin, je savais que cette femme était louche. Ces poubelles de recyclage étaient trop bien organisées. Les gens aiment la tragédie, mais ils vénèrent la justice poétique. Puis est venue la cerise sur le gâteau. Un texto de la mère de Claire, Margaret. La femme qui avait passé des années à sous-entendre que je n'étais pas assez ambitieux pour sa fille. Mason, a-t-elle écrit. Je n'approuve pas la façon dont tu as géré ça, mais je ne peux pas dire qu'elle ne l'a pas mérité. J'ai tellement ri que j'ai dû m'asseoir. Même Margaret s'était retournée contre elle. Si votre belle-mère commence à prendre le parti de votre ex, c'est que Dieu en personne a tamponné l'affaire classée sur votre vie. Quelques jours ont passé et la tempête sur Internet a commencé à se calmer. Claire a déménagé de notre maison. Enfin. Je n'y étais pas retourné depuis mon départ, mais Alex m'a dit qu'elle avait fait des cartons et pleurait de façon théâtrale pour les voisins. L'un d'eux m'a même appelé pour me dire qu'elle sanglotait dans l'allée pendant 30 minutes. J'ai répondu, ouais, elle répète pour son prochain mensonge. Mais le silence qui a suivi. C'était autre chose. Pendant des années, ma vie avait été remplie de son bruit, de sa musique, de son parfum, de ses fausses excuses. Maintenant, il y avait la paix. Pas le vide, pas la solitude, juste le calme. J'ai préparé le dîner sans que personne ne se plaigne de l'assaisonnement. J'ai regardé mes séries sans être jugé. J'ai même commencé à mieux dormir, bien qu'il m'arrivait encore de me réveiller en m'attendant à l'odeur de ces bougies à la vanille. C'est drôle comme la trahison apprend à votre cerveau à s'attendre au chaos. Nathalie et moi sommes restés en contact. Nous n'étions pas ensemble. Pas encore, en tout cas. Mais il y avait un lien étrange entre nous. Nous avions traversé le même incendie, et d'une certaine manière, nous en étions ressortis moins brûlés, plus brillants. Elle m'envoyait des nouvelles tous les quelques jours. Derek est officiellement licencié. Une de ses maîtresses l'a identifié dans un post sur l'amour de soi. L'ironie est à couper le souffle. Puis, un après-midi, elle m'a appelé, la voix haletante. Tu vas vouloir entendre ça, a-t-elle dit. Claire vient de publier des excuses sur les réseaux sociaux. J'ai attrapé mon ordinateur portable plus vite que je n'avais jamais bougé de ma vie. Le message était long, larmoyant, et offensant sur le plan grammatical. Elle y parlait de faire des erreurs, de la façon dont les leçons douloureuses mènent à l'épanouissement, et bien sûr de la façon dont elle n'avait jamais voulu blesser personne. Les commentaires étaient brutaux. Meuf, c'était totalement ton intention. Il méritait mieux. Tu aurais dû partir quand tu as réalisé que tu n'étais qu'un bruit de fond dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon préféré disait, elle a trompé avec un homme qui s'est fait virer. Ce n'est pas de la romance. C'est une mauvaise stratégie d'investissement. J'ai failli recracher ma boisson. Plus tard dans la nuit, Nathalie a envoyé un texto, je suppose que le karma fait des heures supplémentaires. Tant mieux, ai-je répondu. Elle a toujours été une bourreau de travail. Mais ce n'était pas que des blagues. Il y a eu un moment étrange de réflexion, aussi, parce que pour la première fois, je ne ressentais plus le besoin de me venger. Les comptes avaient été réglés. Le monde avait vu la vérité, et je n'avais plus à lever le petit doigt. J'étais libre. Vraiment libre. Pourtant, la conclusion est une chose amusante. Vous ne réalisez pas que vous l'avez obtenu jusqu'à ce que vous arrêtiez de répéter des disputes dans votre tête. J'ai arrêté d'imaginer ce que je lui dirais si on se recroisait. J'ai arrêté d'avoir besoin qu'elle comprenne ma douleur. J'ai même arrêté de vérifier si elle m'avait envoyé un texto. Elle le faisait, bien sûr, tous les quelques jours, de petits messages du genre « Est-ce qu'on peut juste parler ?» ou « Ce qu'on avait me manque ». Mais je ne répondais pas, parce que ce qu'on avait n'était pas de l'amour. C'était un stage non rémunéré dans la déception. Environ une semaine plus tard, Nathalie m'a invité à dîner. Un truc amical, a-t-elle précisé. J'y suis allé sans trop d'attente. Mais quand je suis entré chez elle, c'était paisible. Une lumière chaude, de la musique douce, l'odeur de la vraie nourriture. Pas de faux semblants, pas de performance, juste du calme. Nous avons mangé, nous avons ri, nous avons parlé de tout sauf d'eux. Et quelque part entre les rires et le silence, j'ai réalisé quelque chose. Parfois,
la vengeance ne consiste pas à les blesser. Elle consiste à se guérir soi-même. Alors que je partais ce soir-là, elle m'a accompagné jusqu'à la porte en souriant doucement. Tu sais, a-t-elle dit, pour deux personnes à qui on a menti, on s'en sort plutôt pas mal. Ouais, ai-je dit. Je suppose que l'honnêteté fait un effet différent quand elle est enfin réelle. Elle a ri. Tu devrais vraiment écrire un livre. C'est déjà fait, ai-je dit. Ça s'appelle « Comment repérer les signaux d'alarme avant qu'ils ne deviennent des papiers de divorce ». Elle a levé les yeux au ciel, mais j'ai capté le sourire qu'elle essayait de cacher. Pendant que je conduisais pour rentrer, j'ai pensé à quel point la vie est étrange. Un mois plus tôt, j'étais marié, à l'aise, et crédule. Maintenant, j'étais divorcé, légèrement célèbre sur Internet, et plus heureux que je ne l'avais jamais été. Il s'avère que la paix ne ressemble pas à la perfection. Elle ressemble au fait de pouvoir enfin rire sans culpabilité. J'ai garé la voiture, je me suis adossé et j'ai regardé le ciel nocturne. Pas de drame, pas de texto, pas de bruit. Juste les étoiles et le calme. Et pour la première fois, je ne me sentais pas comme l'homme qui avait été trompé. Je me sentais comme l'homme qui avait survécu à la tempête et qui en était ressorti rayonnant. Vous avez déjà pensé que la vie avait fini de vous lancer des balles courbes, et puis elle s'élance et vous frappe dans les côtes juste pour le sport? C'était moi, 3 semaines après le fiasco du restaurant, vivant ma meilleure vie de divorcé épanoui, ou du moins en essayant de le faire. J'étais plus calme, plus vif, à la limite du zen. Mon téléphone était enfin silencieux. J'avais arrêté d'espionner les réseaux sociaux de Claire, arrêté de ressasser les monologues du « comment a-t-elle pu ?» et commencé à me concentrer sur ce qui comptait vraiment, trouver quoi faire avec toute cette nouvelle liberté. Vous ne réalisez pas à quel point la trahison vous libère du temps jusqu'à ce que vos week-ends soient soudainement grands ouverts. Fini les faux brunchs familiaux, fini les galas de charité où votre femme drague les donateurs. Juste la paix, de la pizza, et moi. Mais bien sûr, la paix ne dure pas longtemps quand le karma est encore en train de faire l'inventaire. Ça a commencé par un appel téléphonique. J'étais dans ma cuisine, au milieu de mon toast, quand mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, je le laisserais aller sur la messagerie vocale, parce que rien de bon ne commence jamais par appelant inconnu, mais j'ai répondu quand même. C'est Mason, ai-je dit. Mason, salut, c'est Nathalie. Sa voix était posée, mais il y avait un côté tranchant. Le genre de ton que les gens prennent quand quelque chose d'important est sur le point de tomber. Et, Nat, ai-je dit. Tu as l'air sérieuse. Quoi de neuf? Derek a finalement rejoint un monastère? Elle n'a pas ri. Tu ferais bien de t'asseoir. Si grave que ça? Si poétique? Elle a dit, l'entreprise de Derek vient de le licencier. J'ai cligné des yeux. Licencié? Licencié? Genre, licencié façon marche de la honte avec le carton dans les bras. Exactement ça. Ils ont découvert qu'il avait facturé des nuits d'hôtel, des vols et des dîners sous couvert de frais de représentation client. Sauf que les clientes. C'était ta femme et 3 autres femmes. Le directeur financier l'a personnellement escorté vers la sortie. C'est partout. Sur LinkedIn, dans les discussions de groupe du bureau, tout le cirque. J'ai souri si fort que mon toast a failli tomber de ma bouche. Oh, je vais encadrer ce jour. Le gars a trompé sur son temps de travail et aux frais de l'entreprise. L'efficacité à son apogée. Voici la meilleure partie, a-t-elle dit en baissant la voix comme si nous discutions de code nucléaire. Il est ruiné. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Ruiné comme dans « Le karma vient de saisir son style de vie ». Ouais. Tous les cadeaux de luxe qu'il a offerts à Claire. Carte de l'entreprise. Ils exigent le remboursement. Ses comptes sont gelés, en attendant l'enquête. Il a de graves problèmes judiciaires. Je me suis reculé en sifflant. Donc, pour résumer, le gars perd son boulot, se fait auditer, et ne peut même plus acheter d'essence sans l'approbation des RH. J'adore quand la justice poétique écrit sa propre suite. Moi aussi, a-t-elle dit en riant. Ça devient encore mieux. Claire a essayé de m'appeler ce matin. Quoi? Je me suis redressé. Elle t'a appelé? Ouais. Apparemment, elle s'est dit que je pourrais peut-être comprendre ce qu'elle traverse. Je n'ai pas répondu, évidemment, mais d'après ce que j'entends, elle est en chute libre.
Derek l'a largué hier soir. J'ai presque ressenti de la peine. Presque. Laisse-moi deviner. Il lui a reproché de l'avoir fait prendre. Exactement, a dit Nathalie. Il lui a dit qu'elle avait tout gâché, puis il l'a bloquée. Elle est officiellement seule, Mason. Cette dernière phrase est restée suspendue en l'air. J'aurais dû me sentir triomphant. J'aurais dû organiser un défilé de la victoire dans mon salon. Mais à la place, il y avait ce calme étrange et creux. Pas vraiment de la pitié, plutôt une conclusion qui portait des lunettes de soleil. Je suppose qu'elle reçoit enfin son karma, ai-je dit doucement. En effet, a répondu Nathalie. Et pour ce que ça vaut, je trouve que tu as géré tout ça avec beaucoup plus de classe que la plupart des gens ne l'auraient fait. J'ai eu un sourire en coin. Oh, je ne sais pas. J'ai quand même transformé un restaurant en feuilleton dramatique grandeur nature. Ouais, mais tu l'as fait poliment, a-t-elle dit en riant. Ça compte. Nous avons discuté un peu plus longtemps, échangeant des nouvelles, riant de la chute de Derek, puis nous avons raccroché. Je suis resté assis là ensuite, fixant le mur, réalisant quelque chose d'étrange. La vengeance n'était pas censée être si paisible. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus suffisant. C'était comme si j'étais sorti d'un cinéma après la fin parfaite. Le générique défile, le popcorn est fini, le cœur est libéré. Puis, bien sûr, la vie a décidé que je devenais trop à l'aise. Ce soir-là, Claire a encore appelé. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose en moi a dit, voyons à quoi ressemble le fond du gouffre. J'ai répondu. Claire. Sa voix a grésillé comme des parasites. Mason, s'il te plaît, écoute-moi. J'en ai assez entendu, ai-je dit. À moins que tu ne sois sur le point de me faire un Venmo pour toutes les années où j'ai financé tes mensonges, il n'y a vraiment rien à discuter. Elle a soupiré. J'ai fait une erreur. Non, tu as fait une série de choix bien planifiés, ai-je dit. Ne réduisons pas ça à une erreur. Les erreurs, c'est d'oublier ses clés. Ça, c'était une stratégie commerciale. Elle est restée silencieuse pendant un moment, puis a dit doucement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que Derek n'était pas ce que je croyais. Bienvenue au club, ai-je dit d'un ton sec. On se réunit les jeudis. Apporte tes propres mouchoirs. Mason, j'ai tout perdu, a-t-elle murmuré. Mon travail, mes économies, lui. Et à qui la faute? Je sais. Je sais, a-t-elle soudain lâché. Mais tu n'es pas obligé d'être cruel. Cruel? J'ai ri. Tu trouves que c'est cruel, Claire? Tu as qualifié mon amour de prévisible pendant que tu étais couché dans la chambre d'hôtel d'un autre homme. Ce que tu as fait, ça, c'est cruel. Ça. C'est moi qui vis enfin en paix. Elle a commencé à pleurer, à ce moment-là. Le genre de sanglots qui me faisait céder auparavant. Pas cette fois. Je n'ai rien ressenti, juste de la distance. Je voulais juste te dire que je suis désolé, a-t-elle murmuré entre deux larmes. Bien, ai-je dit. Maintenant, dis-le à toi-même. Puis j'ai raccroché. Je suis resté là 1 minute, le téléphone toujours dans la main, attendant que la culpabilité se manifeste. Elle ne l'a pas fait. Je n'étais pas froid. J'en avais juste terminé. Il y a une différence. C'est le genre de calme émotionnel qui ressemble au fait de se tenir au bord d'une falaise et de réaliser que la chute ne vous tuera plus. Au cours des jours suivants, les potins se sont calmés. Derek a disparu du monde professionnel. Claire a disparu des réseaux sociaux et Internet s'est trouvé de nouvelles cibles à rôtir. La tempête était passée. Mais un soir, Nathalie a rappelé, la voix tremblante, non pas de tristesse cette fois, mais d'incrédulité. Tu ne vas pas y croire, a-t-elle dit. Derek est poursuivi en justice par son entreprise. Détournement de fonds, fraude, la totale. Et la nouvelle vient d'être publiée sur les sites d'affaires locaux. J'ai affiché l'article pendant qu'elle parlait. Il était là. Gros titre en gras, un cadre licencié après une enquête pour détournement de fonds. Les fonds de l'entreprise utilisés pour des liaisons personnelles. Sa photo ressemblait à celle d'un homme regrettant chaque décision qu'il avait menée là. Le nom de Claire n'était pas mentionné, mais ce n'était pas nécessaire. Tout le monde savait déjà. J'ai envoyé le lien à Alex.
Il a répondu, c'est mieux que Netflix. Nathalie a soupiré au bout du fil. Je suppose que c'est vraiment fini, hein? Ouais, ai-je dit. Tout leur petit empire de mensonges s'est enfin effondré. Il y a eu un silence pendant un moment, puis elle a dit doucement, tu sais, Mason, on méritait tous les deux mieux. Mais au moins maintenant, on peut vraiment le trouver. Ça m'a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais, parce qu'elle avait raison. Quelque part en cours de route, entre tout le chaos et les sarcasmes, Nathalie et moi avions cessé d'être des co-conspirateurs pour commencer à être autre chose. Des amis, bien sûr, mais peut-être quelque chose de plus profond. Quelque chose forgé dans le feu de la trahison et tempéré par les rires. Je n'étais pas encore sûr de comment appeler ça, mais c'était réel. Et réel, c'était suffisant. La semaine suivante, nous avons commencé à nous voir plus souvent. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en promenade nocturne. Ce n'était pas romantique au début. Juste deux personnes redécouvrant ce que faisait ressentir l'honnêteté. Elle avait le don de rendre le sarcasme chaleureux, et j'avais le don de la faire rire même quand elle jurait avoir oublié comment faire. Un soir, alors que nous étions assis sur un banc de parc à manger des plats à emporter, elle a dit, « Tu as déjà pensé à quel point c'est bizarre ? Si nos ex ne nous avaient pas trompés, on ne se serait jamais rencontrés. » J'ai souri. Donc, techniquement, on devrait leur envoyer une carte de remerciement. Elle a ri. Peut-être pas à ce point. D'accord, ai-je dit. Et une corbeille de fruits avec une étiquette, vous avez tout gâché, mais on apprécie la mise en relation ? Elle a levé les yeux au ciel, mais son sourire est resté. Tu sais, Mason, pour un gars qui a traversé l'enfer, tu es étonnamment optimiste. Je ne suis pas optimiste, ai-je répondu. Je suis réaliste. J'ai vu le fond du gouffre. Tout le reste n'est que du contenu bonus. Nous avons ri de nouveau, et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai réalisé que mon rire n'était pas sarcastique. Il était sincère. Le genre de rire qui vient de la guérison, pas de la dissimulation. Quelques nuits plus tard, j'ai reçu un email d'une journaliste. Elle voulait m'interviewer sur l'exposition publique et la justice émotionnelle. Apparemment, ma prestation au restaurant avait lancé une tendance. Des gens organisaient leur propre révélation de vérité. Tu es un phénomène culturel, a plaisanté Alex quand je le lui ai dit. Mason Reed, le saint patron de la vengeance poétique. J'ai décliné l'interview. Je n'avais pas besoin de célébrité. J'avais quelque chose de mieux, la paix, une conclusion, et le sentiment grandissant que peut-être, juste peut-être, quelque chose de beau était enfin en train d'éclore de toutes ces ruines. Une semaine plus tard, Nathalie m'a envoyé un texto, dîner vendredi ? C'est moi qui régale cette fois. J'ai souri. Seulement si on porte encore un toast à l'ironie. Toujours, a-t-elle répondu. Alors ouais, la vie avait pris des virages, des tournants, s'était écrasée, et avait en quelque sorte atterri exactement là où elle devait être. Derek était fauché, Claire était brisée, et moi, j'allais bien. Mieux que bien. J'étais libre. Parfois, le destin ne punit pas les gens. Il réorganise simplement le casting. Vous connaissez ce calme étrange qui s'installe après une tornade, quand tout est détruit, mais que l'air a une odeur plus pure ? C'était ma vie 3 mois après le chaos. Le monde était passé à autre chose et, étonnamment, moi aussi. Mon nom n'était plus en tendance. La vidéo avait cessé de circuler et Claire était devenue un vrai fantôme. Je ne l'avais pas vue depuis le restaurant de la Révélation, bien qu'elle m'ait envoyé un total de 19 emails, 4 messages vocaux et une lettre manuscrite qui commençait par « Cher Mason » et se terminait par « J'espère qu'un jour tu me pardonneras ». Je n'ai pas lu plus loin que la 3e ligne. Je n'en avais pas besoin. Le pardon n'était pas pour elle. Il était pour moi, et je me l'étais déjà accordé pour être resté trop longtemps dans une situation qui me tuait à petit feu avec de la politesse et de bonnes intentions. La vie est devenue de plus en plus calme. J'ai appris que l'ennui est follement sous-estimé. J'ai vendu la maison. Trop de fantômes dans ses murs, et j'ai emménagé dans un appartement en centre-ville avec un balcon donnant sur l'horizon de la ville. Le genre de vue qui vous fait croire que vous avez réussi, même si vous n'avez fait que survivre mieux que prévu. Mes soirées étaient simples. Du bourbon, des plats à emporter, peut-être un mauvais film. Définitivement de la paix. J'ai même acheté un nouveau canapé. En cuir gris, moderne,
Assez confortable pour la réflexion existentielle et les siestes de milieu d'après-midi. Mais aller de l'avant ne consiste pas seulement à lâcher prise. C'est construire quelque chose de nouveau avec de meilleurs matériaux. Entrée Nathalie. L'amitié de notre club de la double trahison s'était transformée en quelque chose qui n'avait pas besoin de nom, mais qui semblait presque parfait. Nous ne nous sommes pas précipités. Nous n'y avons même pas mis d'étiquette. Nous avons simplement existé ensemble dans cet étrange paysage de rencontres post-apocalyptiques où l'honnêteté était plus sexy que le mystère. Certains soirs, nous étions juste assis sur mon balcon à parler de tout et de rien. Elle me parlait de son fils, de la façon dont il gérait la vérité. Je parlais d'Emma, de la façon dont elle était toujours la seule personne capable de me faire fondre avec un câlin et un « papa, tu es drôle ». Ouais, Emma. Il s'est avéré qu'elle était bien de moi après tout. Claire m'avait envoyé les résultats de paternité pendant l'une de ces phases d'excuses désespérées. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai laissé là dans ma boîte de réception comme une mine terrestre, effrayé par les deux possibilités. Mais un soir, après un peu trop de whisky et un discours de motivation d'Alex, j'ai fini par cliquer dessus. Et c'était là. Correspondance à 99,9%. Ma petite fille était à moi. Biologiquement, émotionnellement, spirituellement. Mienne. J'ai pleuré. Les vraies larmes, pas celles des films. Le genre qui brûle en sortant, mais qui vous laisse un sentiment de légèreté. Je l'ai appelée le lendemain matin, et quand elle a décroché, sa petite voix a dit « Papa, tu viens à mon spectacle de danse ». J'ai répondu « Je ne manquerai ça pour rien au monde ». Et je le pensais. Ce spectacle de danse a été un moment décisif. Imaginez un peu. Un gymnase rempli de parents avec des iPhones, des enfants qui tournent dans des costumes à paillettes, et moi, au premier rang, essayant de ne pas pleurer tandis que Nathalie était assise à côté de moi, souriant comme si elle voyait un homme se reconstruire à partir de zéro. Quand Emma m'a vu dans la foule, elle a fait coucou en plein tournoiement, a failli assommer un autre enfant, et j'ai ri si fort que la femme à côté de moi m'a fait le chute. C'était parfait. À la fin, elle a couru dans mes bras en criant « Tu m'as vu, papa ». J'ai dit « Tu es la meilleure danseuse du monde ». Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression qu'une partie de ma vie était restée pure. Claire m'avait pris beaucoup de choses, mais elle ne pouvait pas prendre ça. En parlant de Claire, elle a de nouveau repris contact une semaine plus tard, parce qu'apparemment, la honte n'a pas de date d'expiration. Cette fois-ci, elle voulait qu'on se voie en personne pour tourner la page. Traduction, elle avait besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle n'était pas la méchante de sa propre histoire. Je lui ai dit, tourner la page est une activité solitaire. Essaie de tenir un journal intime. Puis j'ai bloqué son numéro pour de bon. C'était comme signer la dernière page d'un long et terrible livre que je ne voulais plus jamais relire. Pendant ce temps, Nathalie et moi étions lentement en train de devenir quelque chose qui ressemblait à une relation amoureuse. Si une relation amoureuse était construite sur la confiance, les taquineries et un SSPT mutuel. Nous nous faisions rire, ce qui est la meilleure forme de thérapie. Un soir, autour de sushis à emporter, elle m'a regardé et a dit, « Tu sais, pour deux personnes dont les mariages ont explosé, nous sommes curieusement fonctionnels. » J'ai levé mon verre. À la dysfonction bien faite. Nous avons trinqué et les rires ont rempli la pièce comme de la musique. Ce n'était pas parfait, bien sûr. La guérison ne l'est jamais. J'avais des jours où je me mettais encore en colère pour rien. Où une odeur de parfum aléatoire déclenchait un souvenir dont je ne voulais pas. Où la culpabilité me murmurait, « Tu aurais pu régler ça plus tôt. » Mais Nathalie avait le don de me ramener sur terre. « Tu ne dois à personne la version de toi qui a souffert », m'a-t-elle dit un jour. Cette phrase est restée gravée en moi. C'est devenu mon mantra. Quelques mois plus tard, nous avons fait un voyage. Le Colorado, les montagnes, l'air pur, le genre de silence qui rend vos pensées moins colériques. Nous avons fait de la randonnée, nous avons plaisanté, nous nous sommes perdus une fois. Ma faute, évidemment. Et au sommet du mont Elbert, nous sommes restés là, à regarder des kilomètres d'horizon. Tu penses parfois à quel point on est petit, a-t-elle demandé. Constamment ai-je répondu. Mais ces derniers temps, ça me semble moins terrifiant. Elle a souri, a posé sa tête sur mon épaule, et je jure que, l'espace d'une brève seconde, le monde a de nouveau eu du sens. Nous n'avons rien posté à ce sujet.
Nous n'avions pas besoin de validation. Ce n'était pas une vengeance. C'était une rédemption. Il y a une différence. La vengeance se termine par des applaudissements. La rédemption se termine par la paix. J'avais enfin compris ça. À notre retour, j'ai recommencé à recevoir des appels de journalistes. Apparemment, le scandale de l'entreprise de Derek était devenu une affaire fédérale. Souhaitez-vous faire un commentaire sur votre implication, a demandé l'un d'eux. J'ai répondu, ouais, mon commentaire, c'est que je m'en fiche. Bonne chance avec vos assignations à comparaître. Puis j'ai raccroché. Le nom de Claire est également apparu brièvement dans les journaux. Elle avait quitté la ville. La rumeur disait qu'elle avait déménagé dans un autre état, monté une petite entreprise, un truc vague comme du coaching holistique, ce qui semblait ironique étant donné qu'elle n'avait jamais été capable de guérir quoi que ce soit dans sa vie, et encore moins elle-même. Mais je ne la détestais plus. Je ne lui souhaitais aucun mal. Je ne lui souhaitais rien du tout, en fait. L'indifférence est sous-estimée. C'est la paix sans effort. Un soir, Nathalie m'a invité à dîner chez elle. Pâte maison, bougies, de la musique provenant d'une playlist de jazz. Cela semblait intentionnel. Après le dîner, nous nous sommes assis sur son canapé, son fils endormi à l'étage, et elle m'a regardé avec cette même lueur qu'elle avait au restaurant, celle qui disait qu'elle était sur le point de lâcher quelque chose de profond. « Est-ce que tu penses parfois, a-t-elle dit lentement, que peut-être que tout ça, tout ce qui s'est passé, devait arriver ?» J'ai penché la tête. « Tu veux dire les mensonges, les chagrins, la trahison ?» « Ouais, a-t-elle dit doucement. « Parce que ça nous a menés ici. » J'ai repensé à ça. À toutes les nuits où je suis resté éveillé, en colère. À tous les matins où j'ai ressassé la douleur. Et maintenant, j'étais là, assis à côté de quelqu'un qui avait survécu à la même tempête et qui, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé son chemin vers le même rivage paisible. Peut-être que tu as raison, ai-je dit. Peut-être que l'univers voulait juste nous donner un meilleur partenaire. Elle a ri. Tu as toujours le mot pour rire, n'est-ce pas? C'est mon mécanisme de défense, ai-je dit, ça est le Bourbon. Nous sommes restés assis là un moment, dans un silence confortable, sa main trouvant finalement la mienne. Ce n'était pas un feu d'artifice. Ce n'était pas un de ces baisers cinématographiques sous les étoiles. C'était calme, stable, vrai. Et c'est ça le truc avec l'amour après la trahison. Ce n'est pas une question d'intensité. C'est une question de constance. Je n'avais plus besoin de grands gestes. J'avais juste besoin d'une paix qui reste. Au retour du printemps, ma vie ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était avant. J'avais monté une petite entreprise d'entrepreneur en bâtiment avec Alex. Il s'avère qu'être électricien et ex-mari émotionnellement marqué vous donne d'excellentes compétences en gestion de projet. Les affaires marchaient bien, la vie était stable, et Nathalie et moi étions heureux. Pas le genre de bonheur qu'on voit dans les films, cependant. Le genre de bonheur où on est bien assis en silence à manger des plats à emporter en regardant des rediffusions. Le vrai bonheur. Un après-midi, j'ai reçu un appel de la maîtresse d'Emma. « Monsieur Reed, a-t-elle dit, votre fille a écrit une rédaction sur son héros et elle vous a choisi. » J'ai ri, pris au dépourvu. « Vraiment ? A-t-elle mentionné mes piètres talents de danseur ou mon excellente technique pour les crêpes ? » La maîtresse a ri doucement. « Non. Elle a écrit, mon papa est courageux parce qu'il n'a pas laissé la tristesse le rendre méchant, point. » Ça m'a frappé comme un coup de poing direct en plein cœur. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis dans mon camion pendant 5 bonnes minutes, essayant de ne pas pleurer comme un papa de film de Noël. C'était ça. C'était le tout. Quelques nuits plus tard, j'étais assis sur mon balcon, les lumières de la ville scintillant en bas, le rire de Nathalie résonnant depuis la cuisine alors qu'elle brûlait encore le pain à l'ail. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. La tempête en valait la peine. Chaque mensonge, chaque larme, chaque moment où j'ai cru que j'allais me briser. Tout a mené ici. Au rire, à la liberté, à la certitude tranquille que j'allais bien, mieux que bien. Alors ouais, je suis passé à autre chose avec style, avec des cicatrices, avec de l'humour. Je suis passé à autre chose en sachant que le chagrin d'amour ne vous définit pas, il vous raffine. Et si vous avez de la chance, il vous présente à quelqu'un qui fait que la paix ressemble à la maison. J'ai levé mon verre ce soir-là. Au nouveau départ,
aux sorties propres, au magnifique bordel des secondes chances, à la vie, ai-je dit à voix haute, souriant à personne en particulier. Et à ne plus jamais confondre le confort avec l'amour. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de devenir si imperturbable qu'ils n'existent même plus dans votre histoire.